Bonjour tout le monde. Excuse. Aujourd'hui, pour ce Draconis hors série, on va voir les gens de Jean Dusk et Stéphane qui vont présenter. Je laisse Stéphane continuer. Je vous démute tout de suite. Ça s'améliore pas tes affaires. Alors, oui, c'est ça. Donc, c'est ça, je vais commencer juste par vous laisser vous introduire. Même si le monde, il y a probablement beaucoup de monde qui vous connaissent déjà. Même si le monde, il y a Ah, probablement. je, je commence? Ok, d'accord. Donc, bonjour, moi je suis Estelle, donc co-créatrice de Jean Dusk. Ça fait très plaisir de vous, j'allais dire vous voir, mais comme d'être vu hein, aujourd'hui par vous. Comme ça fait très longtemps que je vais au Festival Draconis, puis notre jeu a vraiment grandi avec le festival, donc ça fait super plaisir d'être là aujourd'hui pour pouvoir en parler. Oui, absolument. Moi, c'est François-Michel Labrie. Je suis aussi co-créateur de Jean Dusk. On n'est plus exactement des nouveaux pour le Festival Draconis et ses proches, mais ça nous fait toujours tellement plaisir d'être là pour discuter de notre projet comme aujourd'hui. Mhm. OK, parfait. Donc, en fait, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est un peu votre parcours, le parcours de création de votre jeu de rôle, parce que comme tu dis, en fait, François Michael, tu étais déjà là dès la première année qu'on a commencé Draconis en 2017, puis tu es comme là toutes les années, puis après ça, Estelle est arrivée, puis elle a commencé à participer avec ça. Puis tu sais, on a vraiment vu ça évoluer, organiser. Et c'est pour ça qu'on trouvait ça, étant donné que vous avez publié votre livre l'année passée, on a trouvé ça super cool en même temps de comme l'avoir pu voir évoluer l'évolution à travers notre festival. Parce qu'en plus, même plus que ça, parce que même quand on faisait on allait à certains autres événements pour offrir des parties et on demandait à des gens de venir avec nous autres. François Michael, je me souviens, est venu à plusieurs reprises avec ça. Là. Donc, c'est pour ça en même temps qu'on a voulu parler de Gene Dusk. On va probablement parler éventuellement d'autres jeux, mais bon, il y a toujours un petit côté sentimental là-dedans là, quand on a voulu faire la première chose. Et c'est un exemple parfait d'un jeu qui a comme des années à construire, mais qui a finalement abouti, qui s'est terminé. Ben, je veux dire, vous avez publié, donc vous avez complété. Évidemment, ça ne veut pas Il dire s'est qu'il y réalisé. a autre chose, mais vous avez réalisé. Ce qui est déjà pas mal plus que ben des projets là, que j'ai pu voir passer. Et ça, je suis. Ça, je dirais pas que je suis coupable de ça, mais bon, oui. Fait que, donc, ce qu'on va voir aussi, donc, c'est un petit peu d'explorer avec vous autres. Vous allez nous raconter l'histoire de votre jeu, comment vous êtes arrivé à décider d'en faire un, puis c'est quoi les différentes étapes que vous avez passées pour les régler dans le temps. Bon, là, comme je dis, l'arrivée de Estelle, qu'est-ce que ça a donné, des choses comme ça. Donc, on va vraiment discuter de ce genre de sujet-là. Donc, ben justement, je vais commencer par la grosse question, là. C'est d'où vous vient l'idée de vouloir publier votre jeu, ben, de créer un jeu de rôle comme Gene Dusk et de vouloir éventuellement décider de le publier. Alors, pourquoi en créer un? Principalement parce que ça me tentait. Mais plus spécifiquement parce que j'aimais beaucoup le post-apocalyptique, mais j'avais un peu l'impression que c'était toujours ou le nucléaire ou le zombie qui était le sujet du jour. Puis je me disais, il doit bien y avoir autre chose à faire. Le monde doit bien pouvoir finir pour une autre raison que, que parce qu'il y a des zombies ou des bombes nucléaires qui sont tombées. Puis c'est un petit peu pour ça que j'ai commencé à créer le jeu en bâtardisant des règles de Hunter de Vigil pour la première fois chez nous il y a plus de 10 ans maintenant. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on l'a publié? Moi, je peux me rappeler de deux moments clés et critiques à ça. La première était après que j'ai déménagé à Montréal. Moi, je viens de Sherbrooke à l'origine. Un jour, j'ai un de mes amis qui a vraiment poussé que, voyons, c'est bien le fun, ce jeu-là, vous devriez le publier. Puis, je faisais la même réponse qu'à peu près tout le monde fait le ah non, ça vaut pas la peine, c'est pas assez raffiné, je veux dire, c'est tout débalancé, ça intéresserait personne. Puis, mais quand même, c'est dans tous les moments où est-ce que je me suis fait dire de faire ça, c'en est un qui me reste. Puis le deuxième, ben, c'est ma première fois à Draconis, où est-ce que j'avais apporté tout un tas de games, mais du Legend of Five Ring, du Donjon et Dragon, et je m'étais dit, qu'un, m'a pitché une game de Gene Dusk là-dedans, d'un coup que il y aurait du monde que ça intéresserait. Et de loin, j'ai eu des meilleurs commentaires et plus de curiosité pour Gene Dusk que quoi que ce soit d'autre. Fait que j'ai pris confiance, puis je me suis dit, tiens, je reviens avec que ça l'an prochain.
Et à partir de ce moment-là, j'ai eu trop de questions sur: «C'est achetable? On peut-tu le trouver quelque part? On peut-tu faire de quoi avec ça?» Que là, c'était comme OK, je me suis un peu vendu que j'allais produire ça maintenant et let's go. Mhm. OK. Ben, évidemment, je vais garder Estelle pour quand elle va venir se joindre. On va voir pourquoi, justement, de quelle manière tu connaissais François, Michael et tout ça. Fait que je vais commencer par dire, justement, on va voir, c'est quoi le. Quand tu as commencé, quand tu as décidé de dire, OK, ça vaut la peine là, d'aller plus loin, de vouloir d'en faire quelque chose d'officiel, si tu veux. Euh, Par où est-ce que tu as commencé? C'était quoi ton plan? Comment tu voyais ça? Ben, il faut dire premièrement, juste pour faire une petite clarification, que by the time que même cette rencontre-là avec un ami qui m'a un peu poussé, est arrivée, Estelle avait déjà mis un nombre incalculable d'heures de correction dans le livre et donc elle était déjà very much une part du projet. C'était par bonne volonté et il y avait pas d'attente ni d'un bord ni de l'autre que ça se continuerait à perpétuité, mais elle avait déjà mis suffisamment de travail dans le projet pour que je dise que si elle l'était pas sur papier, elle l'était very much dans les faits, une part de ce projet-là. Hem, Fait que ça, c'était la 1re chose. Ensuite, quand est-ce qu'on s'est décidé qu'on allait vraiment procéder? Je me rappelle j'en ai parlé avec Estelle éventuellement parce que quand on s'est dit qu'on allait vraiment y aller, c'était il y a à peu près 6 ans qu'on a commencé à sérieusement considérer la chose. On a eu une longue conversation où est-ce que, de un, on s'est mis d'accord qu'on serait partenaires parce que, considérant qu'on n'avait pas de financement ni rien, les Kickstarter de ce monde n'avaient pas encore vraiment l'importance qu'il y avait, puis la renaissance du jeu de rôle était présente, mais était pas autant dans la face de tout le monde, mettons, à cette époque-là, que moi, j'avais absolument pas les moyens de la payer, ce qu'elle méritait pour son travail. Puis que, d'un autre côté, elle était intéressée à être plus qu'une correctrice pour ce jeu-là. Elle aimait l'univers, elle l'avait vu grandir avec moi, elle avait été dans toutes les games depuis le début. Et on avait ultimement. Ensuite, on s'était fait certaines promesses que, par exemple, chose que j'avais tendance à faire, fallait que j'arrête sur un coup de tête de réécrire les systèmes, juste parce que ce coup-là, j'avais lu quelque chose que je trouvais plus intéressant, puis ce serait donc bien mieux de même, parce que non, non, là, elle allait arrêter de refaire des corrections 10 fois, une par-dessus l'autre. Il a fallu qu'on se décide qu'on allait le faire en français. Bref, on a mis les grandes lignes de qu'est-ce qu'on allait faire du texte. Ça a été vraiment le début. Tous les autres éléments qui allaient venir plus tard, comment est-ce qu'on se ferait produire, comment est-ce qu'on balancerait le système, qu'est-ce qu'on ferait comme bêta testing, c'était encore bien loin de considération. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose de ta perception là-dessus, Estelle? Oui, tout à fait. Je me rappelle très bien justement comme le moment où on a eu cette conversation-là et tout. Genre, on était un peu arrivé à comme une croisée des chemins un peu où je voyais que j'avais mis une telle quantité d'heures de travail déjà dans le jeu que j'étais comme rendu là. J'ai comme un peu deux choix. C'est soit justement comme je continue puis j'amène le projet jusqu'au bout ou au contraire comme je me retire du projet. Mais à ce moment-là, je me disais si je me retire du projet, effectivement, j'ai comme un peu mis tout ce travail-là pour rien parce que mon Mhm. nom sera pas dessus, j'aurais pas participé jusqu'au bout, etc. Mais là, à un moment donné, j'ai comme fait, OK, ben, je sais que je serai pas payée, mais si je suis co-créatrice, au moins, c'est que j'ai comme un peu, comme, le sentiment de satisfaction au moins d'avoir participé jusqu'au bout, d'avoir été vraiment comme une part du jeu, d'avoir comme mis la main à la pâte, etc. Et si d'éventuels profits dans le futur, je pourrais peut-être en avoir un jour. Là. Fait que j'étais comme, OK, ça me paraissait beaucoup plus satisfaisant comme idée que un peu de me retirer du projet puis d'avoir perdu un peu comme. Fait que c'est ça. C'était vraiment un moment de je m'arrête ou je continue. J'ai comme fait, je continue. Fait que c'est ça. Ça a été ce moment-là un peu. Jouer une vieille tune de Mm. Bastille Bertrand. Mm. Continue. Ouais, ben écoute, je veux dire, c'est un petit peu la même chose. Au bout du compte, on fait tout ça parce qu'avant tout, on aime ça. Là, je veux dire, là, on n'est pas payé ici. Il n'y a Mais non, c'est ça. personne qui nous paye. On a même des dépenses. Mais je veux dire, on le fait tout simplement parce qu'on aime ça. Là, Puis l'affaire, c'est qu'évidemment, c'est une question de. Ben, et ça, on va revenir. Mais tu sais, on n'essaye pas d'en vivre non plus. Là, tu sais, c'est un à Non, côté qu'on fait là, pour essayer de nous aider. voilà. Euh, Est-ce que vous avez, ok, tu sais, quand vous avez commencé, par où vous avez commencé? Est-ce que vous avez, par exemple, est-ce que vous avez créé le settings avant les règles, c'est-à-dire, par exemple, jouer à ce setting-là avec les règles d'un autre jeu avant de décider les vôtres, ou vous avez commencé par les règles ou fait les deux ensemble?
Heu, alors, c'était 90-10, je dirais. 90% de setting, 10% de règles. J'avais déjà une idée de ce que je voulais que certains des éléments de règles, comme ce qui allait devenir loin, loin down the line, les facteurs de survie, ont plus ou moins existé moment 1 pour seulement certaines races, mais quand même, qui est un peu la pierre angulaire de notre jeu maintenant. Mais on a very much fait une longue game de Gene Dusk, qui n'avait pas encore ce nom-là à l'époque encore d'ailleurs, dans les règles de Hunter the Vigil, parce que c'était suffisamment urban fantasy pour qu'on. Genre, il y avait des règles pour tirer avec des guns, il y avait ce qu'il nous fallait pour quelque chose de plus post-apocalyptique. Puis c'est seulement après que les règles sont venues, puis ça peut se voir même du fait qu'il y a eu 3 formes de systèmes presque qui ont existé. On a eu un Gene Dusk un petit peu avec des règles de Hunter, un Gene Dusk avec des règles par D100 plutôt, puis finalement la version avec des pools de dés par D6 qui varient, qu'on a gardé au final. Mais l'univers a changé. Il n'est pas resté parfaitement identique, mais ces pierres d'assises étaient vraiment là au début. Je sais pas, Estelle, qu'est-ce que tu aurais rajouté là-dessus? Ah ouais, je suis d'accord tout à fait, on a vraiment plus fait l'univers avant, puis à ce moment-là, comme c'est vraiment comme FM qui a déterminé le contexte de base, mais comme dès le début, après ça, l'ensemble des joueurs et joueuses avec qui on jouait ont comme un peu tout mis la main à la pâte pour créer un peu l'univers. C'est ça qui était le fun à voir aller, parce qu'on commençait avec un setting établi, comme mettons, il y avait les peurs, il y avait des mutants, là, on est dans le post-apo, etc. Bon. Mais après ça, un peu comme le lore un peu se bâtissait au fur et à mesure de nos games, puis même après ça, dans le manuel maintenant, il y a beaucoup des PNJ, beaucoup des endroits qui ont été ultimement des choses qu'on a bâties à travers nos games. Puis on se disait juste comme, ah, ça c'est brillant, ça c'est excellent, on voudrait comme le. C'est canon maintenant. Voilà. Ouais. Puis, mais ouais, vraiment comme le moment pivot, comme au niveau du système de règles, ça a été le moment où on a fait les facteurs de survie. Puis je me rappelle en fait comment ça s'est fait parce que c'était avec ton frère, FM. Oui. Donc, on venait de finir une game de Genos, justement, puis on était en train de réfléchir au fait qu'il y avait une des races qui était vraiment plus puissante que les autres, parce que les autres, il y avait accès à genre de la technologie, puis après ça, il y avait les mutants aussi qui étaient très puissants, puis après ça, toutes les autres, ironiquement, les autres, oui, parce qu'il y a une race qui s'appelle comme ça, mais aussi comme les amplifiés, puis Les survivants. les survivants, avaient pas grand-chose, ultimement, de leur côté qui les rendait intéressants à jouer, puis qui les rendait viables, vraiment. C'était plus comme si toi, t'avais la fantaisie de jouer comme le lone gunslinger dans les terres dévastées, t'allais décider de faire un survivant, mais t'allais comme accepter que t'allais être moins fort parce que t'avais fait ce choix-là. Puis ça, on trouvait ça plate. Puis on trouvait pas de solution jusqu'à ce qu'à un moment donné, le frère FN fasse comme « Oh my God, mais si chacune des races avait comme un pouvoir spécial, puis tout, puis à ce moment-là, ce pouvoir-là pourrait comme monter en puissance à travers le temps. » C'est vraiment ça qui a comme reviré de bord immédiatement. On a fait comme « Ah, c'est tellement brillant! » Puis à ce moment-là, ça a été le début de la création des facteurs de survie. Évidemment, là, après ça, ça a été un long, long processus de comme raffiner, balancer, tester. Mais comme, dès ce moment-là, on a comme fait, oui, OK, là, on a quelque chose qui se tient. Ils existaient un peu en soi, c'est juste qu'ils n'avaient jamais été couchés sur papier et il n'y avait aucune règle pour déterminer combien ou combien peu tu devrais avoir. Et par conséquent, là où les mutants, c'était très clair. Donc, c'était très variable le fun de jouer ces races-là. Mais justement, je viens de me rendre compte, justement, on parle du monde et tout ça, Mhm. mais pour ceux qui ne connaissent pas Gene Dusk, est-ce que vous pourriez expliquer votre settings un peu? Sure. Tu veux faire le pitch élévateur ou je m'en occupe? Ah ouais, bien sûr. OK, fait qu'on peut commencer avec peut-être la genèse de notre univers. Dans le fond, donc tout se passe dans un futur pas si lointain que ça. Donc après, justement, comme la montée fulgurante suivie de la chute d'une grosse compagnie qui est comme un peu devenue le gouvernement mondial, qui avait créé un médicament qui rendait les gens immortels, plus ou moins. Mais ce qu'on s'est rendu compte éventuellement, c'est que ce médicament-là, si tu arrêtes de le prendre, tu meurs. Donc, effectivement, la compagnie qui produisait le médicament s'est retrouvée à avoir vraiment comme à tenir l'ensemble de la population comme dans ses mains. Donc, à ce moment-là, quand les gens ont réalisé que la compagnie ne prenait pas son pouvoir absolu avec grâce et magnanimité, puis avait peut-être tendance à l'en abuser un petit poil, là, les gens ont comme se sont rebellés. Ça a fait une énorme guerre civile, puis à travers cette guerre civile-là, il y a comme plein de mutagènes qui ont été répandus dans l'environnement, la planète a été dévastée, la majeure partie de la population a péri à cause du manque du médicament, parce qu'évidemment, comme la compagnie n'allait pas donner le médicament aux gens qui se rebellaient contre elle. Donc,
Après ça, c'est ça. Donc, suite à cette grande guerre-là, on se ramasse dans un monde qui est rempli de virus mutagènes, qui a très peu de population humaine, puis qui est juste rempli de ruines d'une espèce d'âge d'or technologique euh, tombé avec aussi comme les cicatrices de la guerre, donc comme des choses explosées par des bombes, puis bon, tout ça. Donc, dans cet univers-là, ça fait assez longtemps pour que il y a eu au moins comme une couple de générations, fait que les gens se rappellent pas nécessairement ce qui s'est passé. La plupart des gens ont comme une idée vague qu'avant c'était différent, et on s'entend, ils voient les gros buildings, ils se disent bien qu'il y avait quelque chose avant qui était différent. Mais ils se rappellent pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, pour la plupart. Donc après ça, c'est ça, là on a nos différentes races jouables qui comme sont un peu toutes en mode comme qu'est-ce qu'on fait, comment on reconstruit, comment on va s'assurer de survivre pour nos communautés. Donc après ça, on a nos survivants qui est comme un peu l'humain normal, qui eux autres se ramassent en communauté parce qu'ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux particulièrement. Donc ils vont plus comme tabler sur le fait de bâtir une communauté. Après ça, on a des gens qui ont de la mémoire génétique, des technologies oubliées. On a nos mutants qui vont développer toutes sortes de pouvoirs vraiment funky. On a nos purs qui, eux, sont un peu les espèces d'héritiers de la civilisation d'avant, que eux se rappellent ce qui s'est passé, ils ont de la technologie d'antan, puis leurs serviteurs qui sont des amplifiés, qui sont des humains génétiquement modifiés pour être comme plus adaptés à une tâche ou à une autre. J'ai-tu oublié quelque chose? Meilleur en général. Non, Ouais, non, c'est pas mal ça. Puis c'est ça. comme si je mets un point d'emphase un petit peu, c'est on est vraiment dans une société sur la remontée. Dans le sens où est-ce que on pourrait définitivement jouer Gene Dusk avec comme priorité trouver des cannes dans des vieux supermarchés, puis essayer de pas se faire attraper par des grotesques, par des mutants grotesques dans les terres dévastées. Mais beaucoup des points de lumière, des survivants, des amplifiés, des mutants ont trouvé un moyen de répondre à leurs besoins immédiats et en sont à se demander And now what? Et maintenant quoi? Où est-ce qu'on s'en D'ailleurs, va? comme l'expression point de lumière, qu'il y en a une qui est vraiment devenue très Gene Dusk, c'est dans le fond, ça représente le fait que dans les terres dévastées, il n'y a pas vraiment de lumière en général, parce que comme Puis il n'y a pas l'électricité. d'électricité, généralement, s'il n'y a pas d'humain, il n'y a personne qui va faire de feu. Donc, le seul endroit la nuit dans les terres dévastées où tu peux trouver de la lumière, ça va être s'il y a une communauté qui est présente. Donc, les communautés, généralement, on va appeler ça des points de lumière. OK. Voilà. Donc c'est pas mal ça. Puis à travers le jeu, il se présente vraiment pour être un jeu, entre autres, d'aventure, oui, mais un peu de réflexion. Le fait que chaque race choisisse pour des bonus supplémentaires une philosophie ou s'en créer une custom pour eux-mêmes, de comment est-ce que leur personnage pense que l'existence devrait être appréhendée, est un des points qui était intéressant. Je veux dire, c'est pas nouveau que le post-apocalyptique est un peu philosophique, mais c'était quelque chose sur lequel je voulais vraiment tabler au-delà de l'aventure, mettons. Ouais, puis aussi, ça amène aussi un élément vraiment intéressant dans comme juste la coopération à l'intérieur des groupes. Parce qu'on s'entend, ça l'arrive, puis on a fait ça des fois intentionnellement pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Ça arrive qu'une table de joueurs au complet va décider, OK, on fait juste des mutants, on fait juste des survivants, ou on fait juste des purs, ou bon. Puis après ça, c'est plus comme des petites délicatesses, là, des politiques à l'intérieur des factions. Mais la plupart du temps, on s'entend, on va avoir une table où tu vas avoir une personne qui dit, moi, je veux faire un mutant, l'autre qui va faire, moi, je voudrais faire un autre, etc. Puis à ce moment-là, on a des gens qui ont des capacités très différentes, des points de vue très différents, des mentalités très différentes. Puis après ça, on voit ça comme un peu rentrer en collision. Ça crée toutes sortes de conflits, toutes sortes de discussions vraiment intéressantes. Puis c'est un jeu, Gene Dust, qui se prête très bien aussi au genre de dilemmes moraux, au genre de comme contemplation, réflexion. Fait qu'après ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce que chacune de ces philosophies-là amène un peu à la table. Genre comme si t'es le survivant très comme endurci puis très pessimiste, qu'est-ce que t'as à dire sur la situation versus comme un mutant qui lui est comme ah, la vie est belle parce que je suis super bien adapté à la vie dans les ruines, par exemple. Fait que là, après ça, on voit un peu cet échange-là. Puis en tout cas, au niveau du roleplay, c'est très riche en général. Très riche, oui. Donc, je comprends bien. Vous avez aussi construit vos règles en fonction de votre monde et non pas de façon plus. Comme Non. l'univers a été inventé avant les Ah, règles sont very much au service de l'univers, oui. OK. On va revenir justement sur Estelle. Donc, on connaît un peu l'histoire de François-Michel. Donc, toi, comment t'es venu à regarder, à jouer à Gene Dust, puis finalement à t'impliquer dans ce système-là au début comme correctrice et ensuite plus pour collaborer, finalement, être co-créatrice? En fait, j'ai commencé à participer au projet vraiment tôt parce que, comme François Michael puis moi, on a mentionné probablement plusieurs fois déjà, comme j'étais présente dans comme la toute première game de Gene Dusk. Puis c'était une des toutes premières games que j'ai fait dans ma vie, en fait, parce que dans le fond, j'ai rencontré François Michael quand j'étais au secondaire, au GN Terre de Bélénos.
On les salue. Ouais. Mais c'était comme c'était dans un des événements cosplay qu'ils faisaient. Je me rappelle, FM était habillé en Link dans Zelda. Puis bon, c'est comme moi, je faisais partie d'un cosplay de groupe. Je savais même pas c'est quoi le personnage que je faisais. J'étais juste là pour avoir du plaisir, ultimement. Puis bon, on s'est rencontrés à ce moment-là. Puis là, ça donne qu'un peu plus tard, j'ai rejoint comme sa table de jeu avec des amis que j'avais au cégep. Donc ça remonte quand même à loin. Puis donc, la première game qu'on avait fait, c'était Hunter the Vigil. Après ça, il me semble, on a joué à Lord of the Rings. Puis tout de suite après, ça a été Gene Dusk. Fait que c'est un des premiers jeux auxquels j'ai joué, en fait. C'est quand même assez spécial quand on y pense. C'est ça. Fait qu'au début, il n'y avait pas vraiment de texte encore. Fait que ma collaboration n'était pas tant nécessaire. Mais dès l'instant où François Michael a comme fait « OK, j'ai le goût d'écrire ça puis d'en faire de quoi de plus structuré », là, à ce moment-là, est venue la question de comment qu'on allait s'assurer que ça soit justement comme un texte qui se lit bien puis qui se comprend bien. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte qu'en fait, notre amitié était très pertinente au niveau de cette collaboration-là parce qu'on avait vraiment des compétences complémentaires. Parce que moi, j'ai pas vraiment une tête pour les règles en général. En général aussi, quand j'anime des jeux, je préfère les jeux qui sont plus du côté narratif que du côté simulation parce que quand c'est compliqué, j'ai un peu de la misère, on va se le dire. Mhm. Mais j'ai toujours eu une grande affinité pour les livres, puis ça a toujours été un peu mon ambition de comme écrire des romans. Le problème, par contre, c'est que comme beaucoup de gens, le processus d'écriture, je le trouve difficile. J'ai plus de fun à faire de l'édition de texte puis de la révision de texte, en fait, que d'écrire des choses à la base. Fait que alors que j'étais à l'époque en train d'essayer de picosser comme une espèce de premier manuscrit d'un roman que j'essayais d'écrire, puis que j'avais bien de la misère à faire avancer ça parce que j'avais bien le syndrome de la page blanche tout le temps. François Michael m'arrive avec un texte, tu fais comme genre « Hey, ça te tenterait-tu de comme jeter un œil là-dessus, réviser ça? » J'étais genre « Ah, oui, c'est ça mon fun! » Fait que ça a été le fun à ce niveau-là parce que justement, ça me permettait un peu d'avoir le plaisir de produire un texte qui était comme lisible, qui était agréable à lire, qui avait un beau style, sans devoir faire comme mettre l'effort un peu de produire la matière première un peu, parce que moi, c'est ça que je trouve le Ah plus bon, c'est difficile. vrai, ouais. Ouais. Ben, juste un commentaire là-dessus, je suis un petit peu, mais moi c'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire que au début je pensais vouloir écrire beaucoup, mais je me suis rendu compte, c'est ça que quand c'est le temps de s'écrire puis de masser puis d'écrire des belles phrases, je suis capable de le faire, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, venir avec les idées, ça m'intéresse beaucoup. Fait que c'est pour ça que je suis, tu sais, en devenant maître de jeu, c'est plus, tu peux vraiment là, t'installer puis de raconter dans tes mots sans avoir besoin de toute la poutine de faire des grandes phrases comme il le fait comme il faut. Hein. Ouais, je pense que c'est une des choses aussi qui a fait que j'ai vraiment accroché aussi dans les jeux de rôle quand j'ai commencé à en faire, c'est qu'il y a il y a la satisfaction de raconter une histoire tant comme le processus d'écriture lui-même qui est, on va se dire, souvent douloureux. Fait que c'est clairement comme, ouais, quand on aime raconter des histoires, c'est un médium qui est de fun puis qui met moins de pression puis qui est comme, la difficulté est moins, en général, je veux dire. Hmm. Question, quand tu dis que vous êtes embarqué dans le groupe de François Michael, François Michael, t'étais-tu déjà revenu à Montréal, toi? Non, j'habitais encore à Sherbrooke à cette époque-là quand j'ai commencé ça. OK. Estelle, toi aussi, t'étais à Sherbrooke? Yep, Oui, aussi, ça donne, on vient les deux de Sherbrooke. Moi, j'ai on est déménagé deux à exilés. Montréal pour faire mes études en bibliothéconomie et devenir bibliothécaire. Donc voilà. OK. Hmm. OK, donc, ben c'est ça. Là, toi, tu nous as conté un petit peu tantôt, Estelle, comment tu étais venue à décider de devenir co-créatrice. Toi, François Michael, tu sais, comment tu as vécu ça, cette période-là, là, où est-ce que qui a fait la demande à qui ou c'est juste une entente avec une discussion? Comme j'ai dit tantôt un peu, c'était déjà quelque chose qui existait sinon en C'est ça. lettres, en nom, en état. Je veux dire, le fait était que quand elle m'a approché justement puis qu'elle m'a j'avais jamais eu l'intention que si ce jour-là, quand on s'en est parlé, elle m'avait dit: «Ben regarde, je vais laisser tomber parce que je suis plus capable, puis j'ai pas envie de passer les 20 prochaines années là-dessus». À ce J'y en là aurais on j'y était en aurais rendu à peut-être la correction numéro 5, là, fait que c'est pour ça que j'étais en train et de me dire comme, plus, OK, et comme, plus. est-ce qu'on arrête là ou est-ce que comme on arrête C'est ça? ça. Donc, j'avais jamais eu l'intention de lui dire, merci, au revoir, puis de la pousser à travers la porte. J'aurais jamais pu la payer ce qu'elle méritait pour les heures qu'elle avait passées, mais j'avais very much l'intention de, au moins au niveau que j'étais capable, de vouloir lui donner quelque chose pour ça. Mais, quand elle m'a approché avec l'idée, parce que moi, je vais avouer que j'y avais pas pensé du tout que ce serait suffisant à son goût. À cette époque-là, l'idée même que quelqu'un, serait prêt à épauler
en partie le fardeau avec moi me semblait comme quelque chose qui mériterait d'être payé justement, pas quelque chose que quelqu'un ferait pour le plaisir ou pour le, comme tu disais, la reconnaissance dans le fond d'avoir été un créateur. Donc quand elle m'a proposé ça, moi honnêtement, sur le coup, j'étais fou de joie parce que je me disais: «C'est super, je me retrouve à plus être tout seul à devoir faire ce projet-là. J'ai quelqu'un qui peut combler mes faiblesses parce que le français écrit, je peux faire quelque chose d'acceptable si je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais honnêtement, quand j'ai des idées, je pars comme un malade et je fais pas attention du tout, du tout». Heu et de manière générale, j'étais juste oui? Juste te dire une petite j'espère que ça te fera pas, ça te fera pas trop ça te ferait pas trop en colère, mais disons que juste parce que tu me disais ça, tu me disais et disons que c'est pas la seule qui te réécrivait des fois. Non, J'ai dans eu dans ah oui, d'accord, le d'accord, je sens vois, que oui, oui, je vois ce que ça donne. oui, Non, dans tes premières je années que tu nous avais yes, envoyé que je des affaires, présentais. je Je faisais mon travaillais possible, mais j'ai aucune illusion par rapport à ma faible maîtrise du français écrit malheureusement. Faut croire que ce qui se dit se ouais, transmet pas à l'écrit. c'est ça. Tu sais, on lisait ça, puis hey, ça a l'air intéressant, mais bon, c'est comme on va Quand l'aider, même, on va essayer de l'aider un petit peu en voilà. Honnêtement, comme moi, j'en suis venue à voir ça un peu comme une qualité dans un sens parce que justement, moi, je parlais à quel point, comme moi, mon ambition, ça a toujours été d'écrire des livres. Et j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à comme juste faire sortir les choses, écrire les trucs. François Michael, lui, au contraire, il a zéro problème avec ça. Puis honnêtement, j'admire ça à ce point-ci parce que je suis comme, moi, genre, j'essaie d'écrire un truc, puis c'est comme, c'est difficile. Là. C'est vraiment comme, ouais. Alors comme ça, Michael, lui, il s'assoit, il écrit ça, puis voilà. Puis, mais comme, d'ailleurs, en m'inspirant un peu de son processus créatif, comme j'ai plus de succès maintenant avec mes projets actuels, parce que j'ai pas arrêté d'écrire pour autant. Là. Fait qu'un jour, peut-être que je vais finir un manuscrit, puis on verra bien rendu là. Mais justement, le fait de comme, pas trop me casser la tête, essayer de me concentrer sur juste dire ce qui arrive, dire ce que j'ai à dire, puis après ça, je repasserai sur le texte, je l'améliorerai, puis c'est pas grave. Comme, honnêtement, je conseille ça. Comme la méthode FM, c'est une méthode gagnante pour écrire un manuscrit et actually finir le manuscrit. ben, nous autres, Pour, au travail, on vient de passer sur des affaires tu sais, qui disaient que c'était ce qui était le plus important si tu voulais te bien aller dans la vie, c'est de travailler tes forces au mmh, lieu de tes faiblesses. Je veux dire, parce que ça va te prendre 10 fois plus de travail d'augmenter tes faiblesses à un niveau correct mmh. que d'augmenter tes forces à un niveau supérieur. Fait que, Bah, il te conseille, tu sais, c'est comme si tu es capable de trouver des gens qui sont complémentaires, c'est parfait parce que toi, tu peux te concentrer sur voilà. tes forces. La présence de Et- Estelle a very much permis ça. Puis, pour compléter un peu la question, ce que je disais par rapport à ça, il y a 2 autres petits points que j'aimerais mentionner. Il y a donc comme je disais, quand c'est arrivé, j'étais fou comme une balle. J'étais super content de ça. Après ça, j'ai un peu plus apprivoisé ce que ça voulait dire. Ça voulait dire aussi que le projet était plus entièrement le mien. Puis ça voulait dire que des fois, quand une phrase que j'avais écrite, que moi j'étais particulièrement fier, mais qui était peut-être très bien au parler, mais n'importe quoi à l'écrit, puis que je me faisais corriger, je pourrais pas dire que ça m'a pas piqué une fois de temps en temps, puis que je me demandais genre: «Coudon, tu fais-tu juste ça parce que tu veux, parce que tout ce que j'écris, c'est de la merde, puis que tu veux que ce soit toi qui écrive?» Mais bon, je reconnais aussi que on a son petit orgueil, je veux dire, puis c'est surtout ça. oh oui. Il a fallu que je réalise avec ça, puis je dirais pas que c'est une mauvaise chose parce qu'au contraire, ça m'a permis justement de faire la paix avec certaines choses que c'est pas parce que t'aimes un truc beaucoup que c'est nécessairement bon. Et ça a aidé autant au niveau de l'écrit qu'au niveau de la création, au niveau de faire les règles. La quantité de fois qu'on se fait dire ça, c'est un peu plate, mais non, c'est parfait. My God, c'est vrai que c'est plate. Et finalement, là où ça nous a beaucoup aidé, c'est force ou faiblesse, c'est qu'on est d'avoir quelqu'un qu'on peut pousser dans le dos, puis qui peut nous pousser dans le dos en retour quand on est en train de travailler, puis quand ça nous tente pas ni à l'un puis ni à l'autre, mais là, on s'est mis une date, puis faut la fesser. C'est incroyablement mieux d'avoir quelqu'un d'autre qui est au moins aussi investi que toi dans le projet, qui est là, puis tu sais que des fois, tu vas devoir tirer, tu sais des fois que tu vas devoir te faire pousser, mais avoir de l'aide, avoir, quelqu'un qui est un co-écrivain, qui est un co-réalisateur. D'un côté, je sais que ça pourrait inquiéter certaines personnes justement parce que tu as l'impression que tu es plus le seul maître à bord de ton projet, mais non, faites-le. De un, c'est un bon reality check. De 2, ça va vous permettre de travailler sur vos forces plutôt que de vos faiblesses et de 3, ne serait-ce qu'émotionnellement, ça va être un soutien. Bon. Puis Ouais, même si je suis tout à fait d'accord. Surtout justement ce que tu dis, l'aspect de comme un peu, genre, ça,
genre, on finit par se pousser mutuellement. Comme ça arrivait bien souvent que moi, j'étais comme, ah, genre, au travail, je suis tellement occupée, puis tout, j'ai pas le temps de le faire. Mais là, j'étais comme, non, on s'est mis d'accord sur une date. Puis là, il y avait FM qui était comme, ouais, est-ce que t'as fini de corriger le chapitre 5? Je suis comme, non, je vais finir de corriger ah! Puis je finissais par le faire parce que je savais que, il y avait, des stakes, je sais pas comment dire ça, comme il y avait des enjeux, voilà. Il y avait Des quelque chose enjeux. en jeu qui était pas juste comme me décevoir moi-même, c'était aussi que j'allais décevoir comme François Michael, j'allais genre décevoir l'entièreté du projet. Ça devenait comme plus important, puis ça l'aidait à se motiver aussi à ce Yep. niveau-là. Mm. Écoute, nous autres, c'est un peu la même chose, évidemment. On ne fait pas de jeu, mais pour notre festival, c'est ça que le monde faut qu'il comprenne, c'est que même si tu fais quelque chose pour lequel tu n'es pas payé, il faut absolument que tu sois sérieux, puis Oui. que tu te mettes des horaires, puis que tu les respectes. Puis on a rencontré, d'ailleurs, moi je disais, quand on me posait la question, un des affaires les plus dures pour l'organisation d'un festival, c'est de trouver du monde qui accepte ça. Oui, oui, t'es pas payé, non, je te paye pas. Il faut quand même que je te pousse dans le derrière parce qu'on a des horaires à respecter. Puis moi, je veux dire, c'est la même chose, là. Puis il faut que les gens acceptent ça, qu'il faut faire ça, sans ça, tu n'arriveras jamais à destination, tu finiras jamais. Tout le monde va Mais non. travailler quand il va vouloir, ça marche Non, pas. c'est ça, ça marche pas. Non, c'est ça. Tout à fait. Oui, je me rappelle comme quand justement on a un peu fait comme OK, là on se décide, on va le publier pour de vrai, comme on a parlé à ce moment-là comme juste d'une idée générale de ce serait quoi la timeline pour comme les différentes étapes. Puis là, déjà là, c'était comme sur plusieurs années qu'on avait déterminé, parce qu'il y avait l'étape de comme faire les illustrations, après ça, finaliser le texte, la mise en page, bon, On s'est etc. là-dessus, ouais. Puis genre, je me rappelle à l'époque, j'étais comme, OK, puis j'avais même sorti comme, parce que j'ai pris des cours de gestion de projet quand j'étais à l'université, puis je vous ai fait un schéma de Gantt. Puis c'était comme toute la. Ouais, Ouais, on était c'est sérieux. Ouais. ça Moi, prend du sérieux pour se rendre là. c'est moi qui fais le méchant là, dans mon groupe, dans le groupe. C'est moi qui mène ça, puis qui dit OK, il faut faire ça, ça, à cette date-là, puis les autres, ben, Lourde est la tête qui porte la couronne. C'est mais bon, OK. Ben, donc, justement, maintenant, on va parler un petit peu de vos méthodes de travail, comment vous travaillez, comment vous avez travaillé pour construire. Ben, je sais que vous avez déjà parlé un petit peu, veux pas. Mais ça a été quoi votre séparation du travail? Est-ce que Estelle, tu as quand même, j'imagine, fait un peu de travail de création quand même? Même si, fait, que, tu sais, donc, j'aimerais juste que vous nous en parliez. Qu'est-ce que vous avez fait chacun de votre côté? Comment vous êtes séparé ça? De mon côté, j'ai principalement écrit le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e mai. C'est heu, parce que oui, on a changé pas mal de trucs au fur et à mesure qu'on s'en allait parce que j'ai tendance à créer des trucs super complexes, puis ensuite à les décomplexifier alors qu'on s'en va, que ça reste, que ça représente ce qu'on veut, puis que c'est explicable dans une phrase. Hem Puis, j'ai, aussi été celui qui a fait beaucoup de la coordination. Fait que de m'assurer que, bon, il faut que ça s'en aille sur DriveThruRPG éventuellement, c'est moi qui m'occupe de ça. Faut que ça s'en aille, à Lulu pour être imprimé, c'est moi qui me suis occupé de ça. Heu, Puis, faut que je m'assure de setter les soirs où est-ce qu'on rencontre l'artiste, les soirs où est-ce que, les soirs où est-ce que les fois où est-ce que je lis et je résume les commentaires qu'on a eu des bêta-testeurs, les affaires comme ça. Hem, qui a été, principalement et centralement j'ai fait pas mal la création de tout ce qui était dans le minutie, dans les items, les objets, les armes, les affaires comme ça. Puis, Estelle, que je vais laisser en parler davantage, mais elle est rentrée plus dans les créatures, puis les lieux, les personnes qui étaient, j'en ai fait ma part aussi, mais qui est venue mettre de la couleur là où est-ce que j'étais un peu toutes dans les mêmes tons personnellement, mais, je t'invite à en parler davantage. Ouais, ben justement, comme c'est genre, c'est un peu comme si je disais tout à l'heure, de comme François Michael a vraiment produit comme la matière première, puis après ça, moi, je suis un peu rentrée là-dedans pour comme sculpter ça en quelque chose, un peu. Parce que je me rappelle justement, vu qu'on avait fait tellement de versions différentes, comme quand j'essayais de comme bâtir le manuscrit, je me rendais souvent compte qu'il y avait des choses qui étaient comme en conflit les unes avec les autres, des règles qui faisaient pas vraiment du sens, des choses qui, bon, c'est ça. Fait que une grosse partie de mon travail, justement, au niveau de création, ça a été comme de mettre de la cohérence dans tout ça un peu. Fait que là, je passais à travers le texte. Non seulement je corrigeais comme le français écrit, puis après ça, bon, mais j'allais vraiment aussi comme, OK, là, on dit telle affaire, mais là, dans l'autre bout, on dit telle autre affaire. Fait que là, après ça, il faut choisir. Puis là, généralement, souvent, j'avais aussi des idées comme genre, mais si on faisait ça à la place. Puis là, bon, Mmh. des fois, FM était d'accord, des fois, FM était pas d'accord, puis des On fois, en ça faisait des belles discutait. discussions. Fait que c'est ça. Fait que ma contribution comme au niveau des règles puis au niveau de l'univers est plus difficile
à identifier parce que souvent, c'était juste comme, j'ai pris comme les 4 versions qu'on avait qui flottaient dans les manuscrits, puis je me suis assurée qu'on en choisisse une, puis souvent, c'est que celle qu'on choisit, mettons, c'était mon idée, ou c'était partiellement mon idée, ou c'était pas mon idée, mais c'est moi qui ai dit qu'on devrait choisir celle-là, etc. Puis après ça, c'est sûr, au niveau des créatures, au niveau des lieux aussi, je dirais que j'ai eu pas mal d'influence. Ne serait-ce aussi parce que, comme je disais, il y a beaucoup de ça qui est venu des games. Puis j'étais présente dans comme Ouais. la quasi-totalité de ces games-là. Fait que puis je suis quelqu'un qui a tendance justement à comme beaucoup inventer de PNJ, de lieux, de traditions, etc. comme pendant que je suis joueur, juste parce que ça m'aide à comme au niveau de l'immersion. Fait qu'il y a beaucoup de ça qui s'est retrouvé aussi dans le jeu au final. Oui, absolument. Mais je dirais que mon magnum opus, en tout cas le joyau de ce que j'ai créé dans Genos, c'est vraiment le phytophauve, qui est une des créatures dans le bestiaire. OK. Phytophauve. Donc, dans le fond, c'est comme un gros lion, mais qui est contrôlé par une plante mutée, dans le fond. J'aimais beaucoup le concept un peu de comme ça a l'air d'une grosse bestiole, mais en fait, le vrai danger, c'est comme la petite tentacule sur le top qui contrôle la bête. Ah, OK. Ça venait d'un rêve que tu avais fait, je pense. C'est très Oui, ça venait Lovecraftien d'un rêve comme. que j'avais fait. Non, non. Dans les rêves, c'est pas Ouais. supposé intéresser personne. Mais en OK. fait, ok, Vas-y. si je peux juste comme, genre, juste comme Ouais. rajouter un petit poil, parce que j'étais quand même assez fière de ça. Mais effectivement, comme la bestiole venait d'un rêve que j'avais fait, mais dans le rêve que j'avais fait, il y avait davantage. C'est que dans le fond, la tentacule se transmettait à une personne, puis là, la personne devenait capable de communiquer aussi avec les fauves puis avec les plantes. Puis François Michael a jamais voulu me laisser jouer ça dans une de ses games, mais à un moment donné, un de nos amis a fait une game de Gene Dusk, puis j'ai comme, est-ce que je peux faire ma personne contrôlée par une plante mutée? Puis il était genre, yes, let's go. Oui, là. C'est arrivé. Les mutants peuvent être n'importe quoi. Effectivement. Fait que c'est Mais ça. voilà. Fait que mon mutant, cette game-là, c'était une plante dans un humain. Voilà. Si Si je je donne ouais. un. Oh, Ouais. oui, vas-y. Non, ben, non, vas-y, si Ok. tu veux. Si je donne un peu plus un template sur lequel on a travaillé beaucoup vers la fin, surtout pour faire de la correction, c'est qu'on avait une soirée par semaine, parce que comme de raison, on avait des activités, on avait des jobs, on avait beaucoup d'autres choses à faire que juste ça, mais une soirée par semaine, 2 heures minimum de travail où est-ce qu'on passait ensemble sur le texte. Des fois, c'est elle qui me pointait les erreurs, puis c'est moi qui corrigeais. Des fois, c'est elle qui faisait la correction directement pendant que je lisais avec elle, puis qu'on arrivait. Puis ça nous permettait vraiment de passer sur ouais, c'est écrit tout croche, ça veut rien dire ou ça veut pas dire ce qu'on veut que ça dise, fait qu'on refaisait une phrase ou ouais, ça on a dit ça tantôt, mais ça on l'a pas dit. Donc c'était. Puis ça peut avoir l'air pas beaucoup, mais quand tu as un minimum d'organisation, déjà d'autres choses à faire autour, garantir 2 heures de travail par semaine versus le ah oui, je vais le faire, t'inquiète pas, était Ouais. infiniment plus productive que quoi que ce soit d'autre. J'avais prévu 6 mois pour qu'on passe au travers. À l'origine, on l'a fait en 3 tellement ça a bien été. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Oui, c'est ça, parce que je dirais comme la première partie un peu du processus de création du manuscrit final, c'était vraiment un peu chacun de notre côté. Donc là, à ce moment-là, comme moi, je travaillais dessus quand j'avais le temps, ce qui était pas si souvent que ça concrètement. Puis après ça, si j'avais des choses comme qu'il fallait confirmer avec François Michael, comme j'y amenais ça plus tard dans une conversation, puis souvent, c'est que ça crée des délais. Parce que là, mettons, je me disais, OK, je suis arrivée à tel point, il faudrait que je confirme telle affaire avec François Michael. Là, j'attendais qu'on ait confirmé avant de continuer. Ça crée toutes sortes de délais. Puis après ça, comme quand on a commencé à travailler ensemble carrément, comme une fois par semaine, c'est que là, à ce moment-là, c'était tout en temps réel. C'est que si on arrivait sur quelque chose qu'il fallait comme négocier ou peu importe, ben là, on pouvait le faire directement. Puis là, ça allait vraiment plus vite. Juste au niveau de la motivation aussi, c'était très aidant pour moi parce que j'avoue que j'avais de la difficulté à comme m'asseoir, me concentrer et le faire. Fait que des fois, il a vraiment fallu qu'il ait fait me tirer par le bras, puis ça, je vais pas le nier, là. Comme des fois, j'étais récalcitrante, certes. Puis aussi, bon, après ça, j'ai eu des problèmes de santé à un moment donné où j'avais beaucoup de problèmes musculo-squelettiques. Fait que juste le fait de m'asseoir puis de taper, c'était difficile. Fait qu'à ce moment, il y a eu une période carrément, François Michael était mes mains, où je disais comme tape telle affaire. Puis là, comme on faisait du partage d'écran, fait que je voyais qu'est-ce qu'il était en train de taper. J'étais comme non, ça va être une faute là, viens Ça, là. les mutants S attaquent ENT. Ouais, fait qu'il y a eu une période où on a carrément travaillé comme ça parce que je pouvais pas physiquement le faire. Fait que François Michael était vraiment le faire. Genre, prends-moi ton cerveau, puis that's it. Fait que, ouais. Ben écoute, nous autres, encore une fois, si je fais un petit parallèle avec ce qu'on fait, c'est. Tu sais, je vois d'autres conventions des fois là, qui font ça à la dernière minute. Ah, ils sont 30 personnes pour organiser ça. Ils savent pas arriver. Nous autres, on est quoi? On est 5, 6?
Top, Et oui. sauf juste le fait, c'est on se crée des horaires qui a de l'allure, qui est capable de rentrer Voilà. dans nos journées. On se prend à l'avance, on commence à travailler littéralement excuse pas janvier, qu'est-ce que je dis là? Décembre. Vers fin septembre, début octobre Oh, wow. pour celui de l'année prochaine, d'après. Fait que ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre 15 heures par semaine. Yeah. Et on arrive à la fin, puis tout est rentré, puis on n'a jamais en tout cas, à date, on n'a jamais eu de problème d'organisation à la fin. Non, c'est bien passé. Si tu es capable de t'organiser comme il faut, de prendre ton temps, puis de justement tu sais, de te motiver, puis de motiver les autres à être constant, à dire qu'il faut constamment travailler là-dessus. Pas besoin de travailler très longtemps, mais il faut Non, non, constamment le garder en mémoire puis travailler. Tu es capable d'aller loin avec moins d'efforts, là, comme ouais, ça. définitivement. OK. On va aller dans le plus petit détail, dans les nitty-gritty un petit peu. Justement, quand vous avez commencé, vous avez dit, OK, maintenant, on veut en faire quelque chose d'officiel. On veut aller jusqu'à la publication. Justement, est-ce que vous pourriez nous donner, c'est quoi un peu la liste des choses que vous saviez, comme tu parlais tout à l'heure de la liste que vous aviez dit là, que vous deviez faire Ouais. pour arriver là, pourriez-vous en parler de cette liste-là? C'est quoi les tâches que vous aviez à faire pour arriver à une publication C'est éventuelle? c'est pas exactement une liste, en tout cas pour moi, qui existait, papier au début. Éventuellement, quand on a eu une meilleure idée d'où ce qu'on s'en allait, de ce qu'on pouvait et ne pouvait pas faire, c'en est devenu Mhm. une, mais à l'origine, il y en avait pas énormément parce qu'on savait vraiment pas où ce qu'on s'en allait. Mais là où est-ce que ça a vraiment débloqué, je pense, c'est quand on a découvert on a eu notre artiste. C'est quand Mhm. Yanko Dragovic, on le salue et on l'aime, nous a, mon frère qui est un très bon ami de mon frère et un ami à moi aussi, qui nous a dit: «Hey, fait que ton frère m'a dit que, il voudrait que je fasse de l'art pour ton livre, qu'il va me couvrir ça, puis que ça me ferait plaisir, j'aurais du fun». Puis very much, toutes les semaines, on s'est pendant un bout de temps, au début, on s'était dit peut-être 10 images, peut-être juste des images pour les races, ça suffirait. On avait commencé avec un autre artiste avant qu'on n'a pas continué malheureusement, mais finalement, il nous a je le remercie parce qu'il nous a vraiment pas demandé ce qu'il mérite, mais il était confortable avec ça, puis de travailler pas avec nous autres là-dedans. Puis on s'est rendu, je pense, à 50 images presque. Fait que là, à partir de là, on était pas mal commencé. OK, fait que faut les images pour commencer. Fait qu'il faut qu'on continue à faire ça au moins pas pire une fois par semaine. Ensuite, faut qu'on assemble ça au moins pour avoir le bêta. Parce qu'à l'origine, l'idée était qu'on voulait on avait notre Gene Dusk en cahier spirale, le genre que j'avais apporté déjà à Oui, Draconis. Ça, moi, je m'en c'était notre rappelle. première. Ça, c'était OK, il faut qu'on aille pour Draconis l'année prochaine, la version du texte correct avec au moins des images au travers pour donner le goût au monde de regarder un petit peu, puis pour pouvoir montrer que c'est autre chose que des paroles en l'air. Puis la mise en page était pour ainsi dire inexistante, mais le texte était là et les images étaient là, donc on avait quelque chose à montrer. Puis après ça, on avait OK, il faut trouver quelqu'un pour faire la mise en page. Faut regarder combien ça nous coûterait comment est-ce qu'on fait, est-ce que ça existe une maison d'édition qui nous prendrait en charge au Québec? Sinon, comment est-ce qu'on se fait imprimer? Est-ce qu'on est mieux d'aller chez l'imprimeur local ou est-ce qu'il y a d'autres systèmes qui fonctionnent? C'était toutes beaucoup des choses, si je pourrais continuer la liste comme ça, mais Mhm. c'était toutes des choses à vérifier comme ça. Puis il y a des choses qui ont très bien fonctionné, comme par exemple quand on est allé sur Lulu pour découvrir comment ça marchait, puis qu'on s'est rendu compte qu'on n'y connaissait absolument rien et qu'il y avait un million de machins qu'on n'avait pas prévus sur comment est-ce que ça doit être formaté, un document à imprimer. Mais on a trouvé une solution qui était quand même dans nos moyens. Puis il y a d'autres affaires qui se sont moins bien passées, comme par exemple quand on a fait affaire avec quelqu'un pour faire la mise en page. La personne était très volontaire, c'était une très bonne personne. Et puis, on lui en veut pas du tout que ça ait pas fonctionné, c'est pas de sa faute. Mais en elle savait pas vraiment de quoi avait l'air un livre de jeu de rôle. Puis honnêtement, du monde qui font de la mise en page et qui le savent ne courent pas et qui font du freelance ne courent pas exactement les rues. La plupart du temps, le monde travaille déjà pour une boîte et n'ont pas vraiment le temps de faire autre chose. Et on n'avait aucune idée de comment bien décrire dans des termes intelligents et corrects qu'est-ce qu'on essayait d'obtenir, qu'est-ce qu'on voulait avoir. Fait qu'on a eu une grosse sortie d'argent, puis on a fini avec, pour ainsi dire, rien qu'on a pu utiliser au final avec ça, puis il a fallu qu'on se retourne. On avait un template. Oui, vas-y, Ouais, Estelle, c'est tu ça. veux. Si je peux mettre un petit bémol quand même, c'est que la personne avec qui on a travaillé, comme justement,
comme, vu justement qu'elle avait de la difficulté à comme s'imaginer comme de quoi le livre allait avoir l'air, comme elle avait surtout travaillé sur des catalogues, je pense, au Hmm. préalable. Fait que nous, on se disait, ah, ben, il y a du texte et des images. Ça fait, c'est bien, c'est pas mal ça qu'on va faire. Mais au final, c'est pas pareil. Bon. Voilà. Mais elle a quand même créé, donc, comme le design de base, ultimement, du livre. Puis à ce moment-là, c'est que c'est quelqu'un d'autre, au final, qui a terminé la mise en page du livre, mais en suivant ce design-là qu'elle avait créé. Donc, on Voilà. n'a pas dû repartir à zéro. Comme, Non, c'est on ça. savait au moins de quoi ça devait avoir l'air au final. On a retiré quelque chose de ça, mais on a eu à mettre un. Puis ça, c'est un des grandes choses que ça nous a appris. On a mis, c'est de mettre un terme plus tôt que plus tard, d'éviter je m'excuse, j'ai pas le terme en français, mais le involvement fallacy. Basiquement, l'idée que tu as mis déjà tant de temps et d'argent là-dedans, il faudrait bien que tu en mettes un petit peu plus. Ça en prend juste un petit peu plus pour finir. C'est le pire mentalité que tu peux avoir quand visiblement ça marche pas. Ouais. Quand visiblement c'est pas fonctionnel. Chase est aussi connu sur le sunken Ouais. cost. Sunken Guns fallacy, Ouais, voilà. c'est que ça. T'en as tellement investi que tu peux pas juste arrêter là. Il faut que tu Voilà, continues. Sans ça, t'aurais comme perdu ton. voilà. Mais on Sauf n'obtenait que pas ce qu'on. C'est ça. On n'obtenait pas. On n'arrivait pas où est-ce qu'on voulait arriver. Puis comme tout était financé de notre poche, puis qu'on était donc pas. Mhm. On roulait pas sur l'or pour produire ça. On a décidé qu'on arrêtait là, puis on a trouvé. Donc, c'est Stéphanie Saint-Jacques qui a fait la mise en page au final, à partir de ce template-là, comme on a mentionné, et d'une manière qu'on n'avait vraiment pas prévue, mais qui a fait l'affaire au final. Et c'est c'est un des je pense que c'est une des plus grosses difficultés qu'on a eues avec le livre, un des grands moments de stress, en tout cas pour moi, que j'ai eu, où est-ce que c'est après qu'on ait décidé que ça allait arriver, qu'on s'est demandé: «Shit, on va-tu y arriver? Qu'est-ce qu'on va Mhm. faire?» Genre, on n'avait plus les moyens de revenir avec un autre professionnel, même s'il nous aurait fait ce qu'on voulait exactement du premier coup, puis même s'il aurait pu nous le on ça aurait été un immense coup pour nous 2. Et on s'est demandé: «On va-tu être capable de s'y rendre?» Mais on a persévéré, on a pris le temps de réfléchir, puis de revenir de revenir là-dessus. On a relativisé la chose, puis on y est arrivé, mais ça a été quelque chose qui a été quand même assez difficile. Ouais, Puis je pense, genre, ça résume bien le fait qu'en fait, comme produire un livre de jeu de rôle, c'est ultimement, c'est que ça t'amène à comme essayer de de faire comme 8 métiers différents. Puis ça se peut qu'il y en ait là-dedans qui correspondent à tes forces, puis tu sois capable de t'en sortir. Mais après ça, il y a d'autres affaires où on était comme, OK, ça, on peut pas le faire. Par exemple, on avait un ami illustrateur qui nous chargeait pas trop cher. Fantastique. On avait une personne qui était capable de réviser le texte pour que ça aille de quoi? Dans l'air parfait, super. Puis après ça, aussi, au niveau des médias sociaux, comme on n'est pas des champions au niveau des communications, du marketing, mais on a fait de quoi qui se tient. Mais après ça, pour ce qui était de la mise en page du texte, là, on se regardait les deux et on était comme, OK, ça, c'est quelque chose qu'on n'a aucune idée comment le faire. On s'entend à Jindos, quand il Spiral, c'est moi qui l'ai fait. C'était dans Microsoft Word, c'était hideux. Ça faisait un job, mais sans plus, là. Fait que c'est justement ça, c'était une situation où on se regardait puis on était comme, OK, ça, si on trouve pas quelqu'un qui peut nous aider à le faire, puis ça a l'air de quelque chose, ultimement, c'est qu'il y aura peut-être pas de livre. Puis c'est ça qui était vraiment stressant, c'est le fait que yep. c'était probablement la première situation où on se retrouvait où il fallait qu'on dépende de quelqu'un d'autre pour faire une partie du projet. Fait que là, la première personne, ça n'a pas super bien marché. Ça a été super stressant parce qu'on se disait comme, OK, si on trouve personne, c'est que là, nous, on peut pas le faire nous-mêmes. Mmh. Donc, Ben, heureusement, on a pu trouver quelqu'un. ouais, heureusement, ouais. Ben, justement, parce que ce qui est comique, c'est que ma prochaine question, justement, passe sur le budget. Évidemment, vous sentez libre de dire ce que vous voulez à ce propos-là, mais comment vous avez fait ça? Est-ce que vous avez, je sais, évidemment, pour la publication, vous avez fait un Kickstarter, fait que Yep. ça, on va le garder pour plus tard. Mais pour tout le temps de travail que vous avez fait à développer le projet, faire les illustrations puis tout ça, Mmh. est-ce que vous aviez des manières de financer ça? Non, c'était, purement non, ça on va être honnête, non. On a eu une couple de personnes par-ci par-là qui nous ont donné un petit qui ont dit qu'ils aimaient notre projet, nous ont donné un petit 50, nous ont j'ai mes parents un moment donné qui nous ont dit: «Hey, on aimerait on a parlé avec, votre illustrateur l'autre jour, on aimerait ça vous financer genre pour une dizaine d'images de plus, est-ce que vous accepteriez ça?» Mais c'était des amis proches, c'était de la famille, on a reçu un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais c'était tout, là. C'était ce qu'on a reçu énormément, c'est le fait que des connaissances et des amis proches ont participé au projet,
des Mhm. gens qui étaient, sinon des professionnels, des semi-pros certainement, et qui ont jamais demandé ce qu'ils méritaient. Voire il a même fallu qu'on les pousse dans le derrière pour qu'ils acceptent quelque chose, at all, au final. Donc, le moi, j'étais prêt à investir là-dedans. C'est la quasi-totalité, l'entente qu'on avait à la base, c'était que j'allais faire les frais de la production et que je me rembourserais avant qu'on partage quelconque profit. Moi, ça me convenait très bien. C'est ce que j'aurais fait, même si Estelle n'avait pas pu se joindre à moi dans le futur, si elle avait pris une autre décision, v'là toutes ces années. Euh, et ultimement, considérant que on n'a pas progressé trop vite, la plupart du temps, et qu'on a eu, comme j'ai dit, la plupart de notre, de ce qu'on a obtenu, on l'a obtenu, à des coûts, moindres vu que des amis nous ont aidés. Ça a été possible pour moi d'absorber ces dépenses-là, tranquillement au fur et à mesure qu'on s'en allait, ou dans le cas où est-ce qu'on avait fait l'affaire avec, la personne pour faire la mise en page, on savait déjà à la base combien est-ce qu'on pouvait s'attendre bien avant de commencer de ce que ça nous coûterait. J'avais eu le temps de mettre de l'argent de côté un petit peu Ok, pour ok. dire que je serais capable de faire les frais de tout ça. Mais, honnêtement, je me sentais pas confortable de lancer un Kickstarter avec un produit non terminé. Je sais que c'est à ça que ça sert en théorie, Kickstarter, mais considérant le fait qu'on avait, un peu comme Estelle est tombée malade, moi-même j'avais eu certains problèmes assez importants pendant la production. Considérant que j'étais jamais certain de comment ça finirait cette histoire-là, je Mhm. voulais n'être redevable à personne avant d'être fier de ce que j'avais à présenter. En fait, ce qu'on avait à présenter, je devrais dire, définitivement. Et Estelle, je pense, était d'accord avec ça. Tu me corrigeras si je me trompe, mais c'était very much la mentalité qui m'a dirigé. Donc, un peu d'argent mis de côté tranquillement par moi-même, puis la l'acceptation que j'allais produire quelque chose selon mes moyens et que j'en serais fier quoi qu'il arrive. Mhm. Heu, je sais pas ce que si tu veux rajouter par rapport à ça ou si tu veux Ouais, corriger. ben, je peux en rajouter un poil. Dans le fond, ça, comme qui allait mettre l'investissement, ça a été une des choses qu'on a décidé, comme quand on s'est parlé, puis on a décidé, OK, à partir de maintenant, comme on est co-créateur, puis comme on va participer ensemble à réaliser l'entièreté du projet, puis pas juste comme le texte et tout. Donc ça, c'est le moment vraiment pour décider, OK, qui allait mettre l'investissement, puis qui allait après ça récupérer les potentiels profits. Puis dans le fond, ça a été décidé que c'est ça, que c'est comme ça qu'on allait fonctionner, que François Michael allait investir, puis ça voulait dire qu'avant qu'il y ait de l'argent à se séparer, si un jour il y en avait, on allait s'assurer que François Michael se rembourse premièrement. Puis moi, j'étais confortable avec ça parce que honnêtement, j'étais pas à l'aise avec l'idée d'investir mes économies, mettons, dans le projet, puis après ça, potentiellement, de jamais les récupérer, considérant qu'à la base, c'est comme le projet n'avait pas commencé Mmh. en étant mon projet. Donc, Ouais, vu ouais, justement que je comprends. c'est ça. Genre, je le savais que si justement, comme je récupérais jamais de l'investissement que j'avais pris, que j'aurais eu du ressentiment potentiellement, puis que ça. Fait que je me disais, pour participer au projet d'une manière entièrement libre, entièrement comme je me sens confortable, puis que je me sens comme à l'aise de participer et tout, je voulais pas justement investir, puis pour ça, Michael était à l'aise avec ça. Fait que j'étais genre, 100% zen, excellent, puis parfait. je suis celui qui l'a proposé justement sur la prémisse que je l'aurais fait de toute façon. Fait que Mhm. Ouais. Fait, après ça, ça m'a permis justement de participer au projet sans comme avoir cette peur-là un peu financière que j'allais peut-être pas récupérer mon argent parce que ça m'aurait peut-être poussé à prendre des décisions différentes. Peut-être que j'aurais comme voulu compromettre certains trucs en ayant comme cette inquiétude financière-là en arrière. Donc, en n'ayant pas ça, ça a permis un peu, je pouvais juste me concentrer sur, OK, qu'est-ce qui va nous faire le meilleur livre? Fait que c'était Mhm. plus ça, ouais. Mhm. Juste pour, comme je te dis, si vous n'êtes pas à l'aise de parler, c'est correct, mais je ne vous demanderai pas le montant non plus, mais si, mettons, je dis, est-ce que c'est plus ou moins que 10 000 par exemple, que ça vous moins, a coûté? Moins, OK. Ah, pas mal moins, pas mal pas moins. mal moins. Moi Ok, moi je c'est suis juste pour pas, donner une idée aux gens qui sont intéressés à la. moi je suis pas malheureux de le dire combien ça a coûté à peu près, mais comme je dis, je pense que OK, c'est une on s'en mauvaise fait que impression que je vais c'est ça. considérant qu'on a été aidé parce que j'ai fait un peu le bill book de ce qu'on a dépensé, mais considérant qu'on a eu infiniment beaucoup d'aide, je suis pas certain que ce soit très représentatif de ce que, le Mhm. monde devrait s'attendre à. Ça nous a coûté, aux alentours de 3 000 à OK. produire. Mais je pense que de toute façon, à moins d'être dans une maison d'édition et vouloir faire ça pour vivre, pour essayer d'en Oui, vivre, je veux dire, c'est à peu près le seul, d'avoir des amis puis des gens qui voilà. vous aident, c'est à peu près la Mhm. seule manière d'arriver sans que ça C'est ça, coûte c'est ça. justement 10 000 là. Ouais. Aussi,
point d'intérêt, on s'entend, c'est que la majeure partie de ces dépenses-là, c'était justement comme quand on a payé comme Ouais. la personne qui a mis la mise en page, que ultimement, c'est que si on avait dès le départ comme pris une autre voie pour la mise en page, c'est qu'à ce moment-là, ça leur aurait coûté moins cher, effectivement. Ça aurait Parce coûté que, pas mal parce que moins cher. justement, on avait la chance d'avoir un ami illustrateur qui nous a fait des prix absolument ahurissants. Là. Parce que Ouais. ce qui nous a chargé pour l'illustration, c'est pas le genre de prix qu'on retrouve d'habitude comme quand on travaille avec un professionnel. On Fait veut que, le on a été très, très spécifier et le chanceux. spécifier encore. Mhm. Donc, c'est ça. Fait que ça serait difficile à dire parce que ce que ça coûterait produire un certain jeu, ça va dépendre justement de c'est quoi le réseau de la personne qui le produit. Comment est-ce que cette personne-là pourrait recevoir de l'aide ou pas. Donc, on n'a pas vraiment une bonne idée de qu'est-ce que ça coûterait à quelqu'un qui n'avait pas l'ensemble du réseau de sport que nous, on avait, par exemple, ou Ouais. qu'un réseau de sport différent. Mhm. OK. Ben, je vais passer par-dessus une couple de questions, juste parce que ça fait déjà 55 minutes qu'on est là. Oui, je vois ça. Mais par contre, vous y avez déjà pas mal tout répondu, là, comme sur les illustrations, on s'entend que Mm. c'est assez clair. Sur la mise en page finale, là, vous nous avez déjà un peu répondu comment. En fait, je pensais au début que ça serait un de vous autres qui l'aurait fait, mais comme je dis, Non, vous on a avez eu jugé que l'aide. c'était nécessaire. Et c'est ça, puis je comprends parce que en même temps, c'est que si tu veux avoir une bonne impression, si tu veux que les gens regardent ça, même si ça n'a pas coûté cher, il faut pas que ça Ça a aille de l'air que ça n'a avoir pas coûté coûté cher. cher. Hein? Faut que ça aille professionnel, ça soit professionnel pareil, que ce soit bien fait. Puis écoute, ça, je suis 100% d'accord avec vous autres. Sans ça, si ça a l'air patché n'importe comment, ben les gens s'y intéresseront pas, tout Non, simplement. voilà, exactement. OK. On va dans ce cas-là rentrer dans la phase de la publication. Donc, première des choses, évidemment, moi-même, j'ai une des copies de votre livre que vous avez imprimé en hardcover, puis je dois avouer, il est super bien fait, il est beau, puis tout ça. Donc, mais évidemment, ça coûte cher imprimer des livres. Donc, premièrement, si on se concentre juste sur le hardcover pour commencer, qu'est-ce qui vous a demandé, pourquoi avez-vous décidé de sortir un livre en hardcover? Parce que je voulais qu'il soit en hardcover. Mais C'est réellement juste ça. Oui, ouais, rajoute. il y a le fait, on s'entend que comme dès le début, quand on s'est dit comme ah, puis qu'on a commencé à rêver à publier Jindos, ce qu'on imaginait évidemment, c'était un manuel hardcover comme les manuels hardcover avec lesquels nous on jouait d'habitude, comme à Legend of Five Rings, Donjons et Dragons. On voulait ça ultimement, on voulait que ça soit comme ça. Mais nonobstant ça, il y a un paquet d'autres très bonnes raisons pour produire un livre et produire un livre hardcover. Donc, produire un manuel genre physique, ça permet comme aux gens de jouer de façon offline. Ça donne davantage d'accès aux gens qui n'ont peut-être pas des connexions Internet stables, qui n'ont peut-être pas accès à de l'équipement informatique. Ça permet de jouer dans des situations communautaires, genre dans une bibliothèque, dans un centre communautaire où il n'y a pas moyen justement que chacun ait son ordi avec son PDF dessus. Ça permet aussi juste de comme, on s'entend de déconnecter de faire une activité justement où il n'y a pas d'ordinateur d'impliquer en ayant juste un livre physique. Également, il y a un paquet de personnes, comme au niveau accessibilité, qui ont de la difficulté à lire des textes sur des écrans. Donc, comme dyslexie, c'est un paquet de choses comme ça. Comme nous, pour nous, c'est important aussi de faire un livre qui allait être le plus accessible possible, qui allait permettre à de plus de gens possible de le consulter et de le lire. Après ça, pour le fait d'avoir choisi de faire un hardcover spécifiquement, même Oui, si ça coûte un peu plus cher, je m'en allais euh, dire ça, parce que tu aurais pu avoir ça en Un softcover. softcover, tout à tout fait. à fait, mais un livre de jeu de rôle, c'est un ouvrage de référence. Puis, étant bibliothécaire, je sais très bien ce qui arrive aux ouvrages de référence. Quand ils sont utilisés, réutilisés, reconsultés et consultés, ils deviennent tout scrap. Fait qu'à ce moment-là, ça prend justement un hardcover pour maximiser la vie du livre. Donc, ça faisait un peu partie aussi de comme une réflexion au niveau un peu écologique. Donc, si on veut pas que ça génère un paquet comme de déchets, puis qu'après ça soit bon à mettre à la récup après comme une couple d'années, le hardcover permet justement d'avoir une durée de vie plus longue parce que surtout un jeu comme Gene Dusk, il y a quand même pas mal de règles, il y a quand même pas mal de choses à se rappeler, il y a plein d'items, il y a plein de choses comme ça. Fait que pendant un game, justement, souvent, tu vas dire comme c'était quoi déjà telle affaire? Tu vas sortir ton livre, tu vas aller voir. Donc, il faut que ça soit résistant à ce moment-là pour tolérer ce genre d'usage-là. Donc, voilà. Aussi, tu parlais tantôt de que ça ait pas de l'air de pas avoir coûté cher, que ça ait de l'air professionnel. Le hardcover est pour encore la majeure partie du monde qui veulent acheter des livres physiques, la preuve que c'est un projet sérieux, que c'est un vrai livre qui a été créé, qu'il y a des forces qui ont été mises dedans puis tout ça. Il y a des À affaires. tort ou à raison, hein, mais c'est encore un stéréotype. OK, donc, évidemment, vous saviez que vous vouliez faire ça, vous savez que ça coûte de l'argent. Oui. Là, évidemment, j'imagine, vous avez ça.
Peux-tu nous. Je sais que vous avez fait du sociofinancement et tout ça, mais peux-tu juste nous expliquer dans quel ordre vous avez fait? Est-ce que vous avez trouvé un printer? Un imprimeur, oui. C'est ça, un imprimeur avant de faire sociofinancement Oui. ou comment vous avez fait ça? Fait qu'on on a appris l'existence de Lulu à Draconis dans dans un meeting où est-ce qu'on s'était rencontrés puis qu'on avait discuté avec tout un tas d'autres producteurs de jeux à ce moment-là. Ouais, Euh, c'était le fameux panel sur la création des jeux de rôle qui voilà. était, Ouais, je ouais, pense, ouais, celui disponible. qu'on a Ouais. perdu par la Voilà. suite. Fait que Mais tape comme dans le dos ça, pour ça, ça nous a beaucoup aidé. je me rappelle qu'il n'y avait pas Au moins, beaucoup de monde dans l'audience, comme il y avait une couple de mes amis qui étaient venus me voir parce que j'étais sur le panel, mais ça a été inestimable pour nous autres, l'information qu'on a eue à ce moment-là, parce que c'est là qu'on a appris l'existence des compagnies d'impression sur demande, c'est là qu'on a appris c'était quoi les options. On a entendu différentes personnes qui avaient déjà publié leur projet, puis puis comment ça avait été de différentes façons, donc les personnes qui l'avaient fait à compte d'auteurs et tout, on avait vu que ça avait l'air d'avoir été un petit peu plus difficile. Fait qu'à ce moment-là, nous, on s'était dit comme, OK, on va pas faire ça, on va faire autre chose. Donc, on a pu juste capitaliser sur l'expérience des gens qui l'avaient fait avant pour Donc, décider ce serait quoi la meilleure méthode pour nous. Ça a été voilà. fantastique. Impeccable. Donc, dans l'ordre et relativement rapidement, on est allé voir sur Lulu combien ça nous coûterait pour le produire, shipping inclus. On a fait une estimation. On pensait, en toute honnêteté, on a pris nos amis, nos familles, on a rajouté 10, puis on s'est dit, tiens, c'est ce qu'on estime qu'on va être capable de vendre. On a été, personnellement, de ce compte-là, j'ai été agréablement surpris. Puis après ça, on a fait le calcul, combien ça nous coûterait avec le shipping. On avait very much dans l'intention de faire du sociofinancement. Fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qui pogne sur le sociofinancement? C'est des goodies, c'est des objets supplémentaires. Il y a du monde qui, même si on n'est pas exactement une franchise, le monde aime avoir des tasses, des carnets, des t-shirts, des macarons. Fait qu'on s'est dit, OK, on est allé voir sur des. Voilà. On est allé voir sur des sites de production, justement, pour des tasses, des t-shirts. Qu'est-ce qui était rentable? Qu'est-ce qu'on pouvait proposer sans avoir envie de vomir du prix qu'on demandait pour, dans le fond. Puis quand on a eu fait le tour de tout ça, finalement, on a regardé aussi combien ça allait peser tout ça. Je me rappelle être allé Ouais. à Post Canada avec un de mes livres de Legend of the Five Rings. On n'avait pas encore l'officiel de Gene Dusk, une de mes tasses, un cahier spirale puis demander au gars, fait que bon dimanche matin. Maintenant, je vais te poser tout un tas de questions, puis je suis ressorti de là avec un stack de 20 feuilles. Il y a probablement une manière plus intelligente de le faire, mais moi, c'est celle que j'avais qui me disait OK, fait que si j'envoie tout ça à New York, si j'envoie tout ça à Toronto, si j'envoie tout ça à Paris, si j'envoie juste le livre, si j'envoie le livre, la tasse, mais pas le carnet, etc. Ah ouais. Puis on a fini par avoir des idées de shipping. C'est ça qui nous a fait décider qu'on ferait juste le shipping au Canada, parce qu'au final, on pouvait juste pas se justifier de shipper à des endroits où est-ce qu'on risquait de demander plus de shipping que de matériel. Ben ouais, Heu, effectivement, hein. C'était juste pas sérieux, comme présentation à notre goût. Mais vous avez au moins fait l'étude. Justement, Oui, là, il y en a qui oui, se oui. lancent là-dedans, puis on supporte ça, puis oh, hey, on savait pas que ça coûtait si cher que ça d'envoyer en Mhm. Saskatchewan. Ah Voilà. non, ouais. Quand on a fait le Kickstarter, nous, on Ouais, savait qu'il faudrait qu'on sache toutes les données d'avance parce que sinon, ça allait tomber sur le top. Puis ouais, on voulait être Voilà. préparé. bonne Puis affaire. quand on a eu terminé, on a étudié de prendre tous ces prix-là, de savoir que ça allait nous coûter, mettons, je dis n'importe quoi, mais 30$ à produire le livre chez Lulu, puis que si on s'en faisait shipper 50, ça nous coûtait 50$ de shipping en plus, puis que là, le shipping allait être chargé pour tant, etc. On est allé voir, OK, sur DriveThruRPG, en boutique, combien est-ce que le monde demande pour un hardcover d'habitude? Combien est-ce qu'on peut se permettre de demander plus ou moins pour rentrer dans notre argent, en faire un petit peu histoire de se rembourser les coûts de production éventuellement, mais en même temps, pas non plus genre se pricer le même coût que le nouveau Donjons et Dragons qui vient juste de sortir, qui lui a définitivement les moyens de prétendre demander ce prix-là, dans le fond. Donc, puis on a fini par, on n'a pas, j'irai pas jusqu'à dire qu'on a fait des études de marché, mais on a Ah, quand c'est même ça, essayé. la bonne version. C'est ça, mais on a quand même essayé de se renseigner, puis on s'est arrêté plus ou moins à ce qu'on pensait qui était raisonnable, à ce qu'on pensait qui était, que nous autres, si on voyait le projet d'un ami présenté comme ça, est-ce qu'on trouverait qu'il se fout de notre gueule s'il demande ce prix-là? Puis c'est un peu là qu'on est arrivé. Ça a été
C'est triste à dire, mais produire un livre, c'est moitié écrire un texte, le corriger, le corriger et le mettre en page, et moitié faire toute la partie économique de la chose. Oh Mhm. mon Dieu! C'est ça qu'on disait tout à Là, l'heure. Les 8 jobs en même temps, là, c'est ça, ouais. Yep, absolument, ben oui, parce que ouais, Ah. ouais. parce que je prends l'exemple de Courant Fractal qui était qui était là, d'ailleurs, justement, à ce panel-là Oui. sur les groupes. Puis, on était, à un moment donné, c'était un éditeur, il faisait juste ça, là, Mmh. c'est-à-dire, il y avait des personnes, des employés, puis tout ça. À un moment donné, c'est que ce qu'il me disait, c'est que, oui, quand on sort un nouveau livre, on a une vague d'achats, puis après ça, ça tombe mort. Fait que ça commence à être difficile Ouais. de vendre assez d'un seul coup pour pouvoir supporter le temps Justifier, parce que ouais. c'est mort, là. Ouais, non, Donc, c'est c'est ça. Fait que, donc, vous avez pu estimer les coûts de production, les coûts de shipping, et là, vous avez parti. C'était sur quelle la plateforme que vous avez fait votre sur Sophia? Lulu, sur Kickstarter, on a décidé, je sais pas si tu veux expliquer notre raisonnement sur pourquoi Ah, Kickstarter? Ouais. oui, tout à fait. Bon, parce que ça a été un peu compliqué de choisir une plateforme de sociofinancement parce que on avait un peu le problème d'être francophone, mais d'être en Amérique du Nord. Parce que à ce moment-là, parce qu'en France, c'est plus, me semble, c'est Ulule. euh, Ulule, Ulule. c'est ça. Ouais. Ulule, oui, Puis oui. c'est ça qui est vraiment plus connu, mais l'affaire, c'est qu'ici, personne connaît Ulule. Fait qu'il y a beaucoup plus de projets francophones sur Ulule, puis ça nous aurait permis de toucher plus de la francophonie, mais ayant décidé pour des raisons de coût qu'on n'allait pas shipper notre livre jusqu'en France, ça semblait un petit peu weird de peut-être choisir une plateforme où il y aurait plus de français Mhm. pour faire la campagne de sociofinancement. Donc à ce moment-là, on se disait, mais tous les amis à qui on parlait ici connaissaient Kickstarter, puis avaient potentiellement déjà même comme encouragé des projets sur Kickstarter. Fait qu'on on se disait, bon, le fait qu'on soit francophone, puis qu'il y ait vraiment juste une très très petite quantité de projets francophones sur Kickstarter, on se disait, considérant que la majorité de nos ventes vont venir des gens qu'on connaît, puis des gens qu'on va être capable de rejoindre à travers nos pubs sur Facebook, c'est pas tant grave que la plateforme elle-même facilite pas la découverte des projets francophones parce qu'on se disait c'est pas de là anyway que ça va venir. Puis Kickstarter permet de regarder les statistiques en fait d'où viennent les clics. Puis forcément nous c'était comme 90% de Facebook que les gens trouvaient notre projet. Donc à ce moment-là c'était vraiment pas grave. Puis ça a été donc un bon choix de choisir ça au lieu de choisir une Mhm. plateforme différente. Les gens ici aussi ont plus de confiance envers Kickstarter parce qu'ils connaissent davantage la plateforme. Potentiellement Ulule les gens auraient fait comme que c'est ça. Puis il y aurait peut-être 2-3 personnes qui auraient été découragées d'encourager le projet parce que ça aurait été sur cette plateforme-là. Donc, un bon choix au final. On était aussi loin sérieusement de l'Europe. S'il aurait fallu dealer avec des problèmes qu'il y aurait eu dans ce coin-là, on Ouais. n'avait pas de contact, pas d'alliés, pas rien qui aurait pu nous aider là-bas. On était très, très loin, puis on a décidé d'y aller en fonction de ce qu'on était prêt à endurer comme stress et comme énergie à mettre. Et même les délais, je me souviens, à un moment donné, le 2 ans, la dernière deuxième, l'avant-dernière, peut-être les deuxième ou troisième années, on avait Black Book, une compagnie Oui. française qui nous envoyait des produits faits tirer. Ils avaient envoyé ça, je pense, par bateau au début janvier. Évidemment, c'est arrivé bien après le festival. Oh là 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 là. C'est comme, ben là, excusez là, les gars, on peut pas le faire tirer. On les fait tirer l'année Voilà, d'après. voilà. Mais bon, ouais, non, non, je comprends. Juste pour me rappeler, finalement, vous avez eu combien de backers à peu près là, sur 63, 65, il faudrait que je retourne voir pour être sûr, mais dans ces Mhm. eaux-là, Mhm. on a eu, puis on peut voir qu'il y a comme 2 attends, je sais pas, si vous me donnez une seconde, je vais aller vous le chercher. Heu puis je vais vous donner une meilleure information, à ce niveau-là. Ça va être, Quand même, moi j'étais surtout impressionnée aussi du fait que malgré qu'on a peut-être. Parce que je sais pas 60 si c'était le nombre de livres papier ou si c'était le nombre non, de c'est le gens qui ont. total. C'était Ok, c'était le 60-65, total. c'est le total. Mais c'est ça que Ok. j'allais dire, j'ai plus les chiffres pour vous, mais on Ah, avait, attendez un instant, on Moi, j'étais avait, surtout impressionnée que ça allait générer comme plus de 3 000 $ avec comme ce nombre de personnes-là. Donc, on n'a mhm, pas rejoint des hordes de personnes, mais individuellement, chaque personne a quand même contribué de façon assez conséquente. mhm. Puis, ce qu'il faut voir aussi, c'est que forcément, on avait beaucoup de coûts qui rentraient dans le fait de publier le livre papier. Fait qu'à ce moment-là, on a fait un peu de profit sur les livres papier, mais sur la vente de PDF, les gens comme qui achetaient exclusivement la copie numérique, ça, c'était 100%
profit. Ouais, Donc, à ce moment-là, ça a beaucoup comme contribué à commencer à rembourser l'investissement de Foursome KL. Mhm. Donc, c'est Juste, ça. juste pour finir sur le Oui. sociofinancement, c'est quelle tactique vous avez utilisée? Je veux dire, c'est quoi le travail que vous avez dû faire pour vendre votre salade finalement? Il y a eu la page à faire sur Kickstarter que Estelle s'est occupée, qui a été magnifique. Je sais pas combien de personnes l'ont lu ou l'ont vu, mais ça a été, c'était définitivement quelque chose de beau à voir une fois que tu arrivais là. Avant ça, honnêtement, on avait assez peu d'idées de quoi faire exactement pour vendre notre salade. Puis vendre sa salade, ça se paye. Ça veut dire que encore une fois, on voulait faire un effort, mais on voulait pas non plus, heu se mettre encore plus dans le trou à essayer d'être reconnu. On a fait principalement des publicités Facebook. On a demandé au bouche à oreille beaucoup Mhm. d'être retransmis. Les publicités Facebook fonctionnent ish, mais te permettent au moins de targeter ton marché suffisamment pour dire qu'on a pu finir par dire principalement le Québec et les communautés francophones canadiennes, s'il vous plaît. Et on a eu on a eu 2-3 grosses semaines où est-ce qu'on postait 2 fois par semaine minimum. On avait une mini aventure où est-ce que le monde pouvait répondre avec des emotes C'est dans plus un mois et demi, en fait. un mois C'était, et ouais. demi, voilà, c'est ça, Mm. avec des emotes pour bâtir un peu du hype. Tout ça s'est passé, dans un verre d'eau comme de raison, là. Ça a été un microcosme vraiment parce qu'il reste quand même qu'on n'avait pas une grosse portée, puis on n'avait pas vraiment les moyens de s'en payer une plus grosse que ça. Subséquemment, on a eu, une boutique à Sherbrooke, par exemple, qui a bien voulu prendre notre livre, Ouais. en en consigne pour le vendre à ce moment-là, puis qu'on s'est entendu sur une tranche des profits et tout ça. Donc c'était pas mal en soi aussi, mais on a définitivement pas été aussi agressif qu'on aurait pu l'être sur la publicité parce que peu importe à quel point on aurait été agressif, c'était peut-être un manque de confiance, mais je pense surtout que c'était une dose de réalité sur le public qu'on risquait d'atteindre avec notre projet. Ouais, là, Ah, je comprends un petit peu là-dessus, là. Ouais. si je Euh, peux en rajouter un peu, parce que c'est comme, ça a été principalement moi donc, qui a monté la page Kickstarter puis qui a comme un peu coordonné mes activités sur la page Facebook. Euh, je dirais, comme les publicités, justement, comme ont une limite, justement, parce que ça va peut-être générer de l'intérêt, mais est-ce que cet intérêt-là va se convertir en une vente? Pas nécessairement. Mais quand même, avant qu'on. Genre, le fait de. Nos premières publicités Facebook ont quand même réussi à faire à peu près doubler le nombre d'abonnés sur notre page. Fait que ça, c'était quand même assez conséquent. Puis c'est que après ça, justement, avec les différents contenus qu'on publiait, c'est là comme ça qu'on finissait par faire mousser un peu l'intérêt. Fait que ce que j'aurais fait différemment, probablement, ça aurait été commencer plus tôt avec les publicités. Parce que dans le fond, quand on a su qu'on était prêt à faire notre Kickstarter puis qu'on voulait le faire pour que le livre soit prêt pour comme que la campagne batte son plein pendant le Festival d'Aconis, parce qu'on espérait justement que ça donne de la visibilité à la campagne. On a comme timé ça comme ça. À ce moment-là, on a commencé justement à faire notre campagne de publicité sur Facebook, peut-être un mois-ish avant le début de la campagne de financement, comme juste pour comme générer de l'intérêt, puis tout, puis rappeler aux gens, puis tout. Mais si on avait commencé cette campagne de publicité-là comme plusieurs mois avant, ou peut-être même un an avant, c'est qu'à ce moment-là, en timant des publicités Facebook à comme intervalles réguliers, on aurait probablement pu se collecter beaucoup plus d'abonnés, puis après ça, générer l'intérêt pour après ça créer plus de ventes une fois que la campagne aurait été commencée. Fait que si j'avais un conseil peut-être à donner à quelqu'un qui voudrait comme faire la promotion de son nouveau jeu de rôle qui va sortir bientôt ou quelque chose, ça serait probablement de se prendre d'avance puis de publier quand même assez régulièrement sur une page Facebook. Puis Facebook reste à mon avis le meilleur média social pour ce genre de public-là parce que j'ai pas l'impression que les joueurs de jeux de rôle sont beaucoup sur mettons Instagram, Twitter, TikTok, ça a vraiment l'air d'être encore Facebook. Ouais, on a la même impression, d'autres aussi, là. Ouais, fait à ce moment-là, puis aussi, ça, c'est un conseil qu'on avait eu des personnes qui ont publié Soana. Donc, ce livre-là, justement, de faire des publicités Facebook, eux autres nous avaient dit que c'était comme ça qu'ils avaient réussi à rejoindre le plus possible leur public qui n'était pas de leurs proches. Puis ça s'est quand même assez confirmé. Bien que ça reste difficile après ça de générer l'intérêt des gens qui ne nous connaissent pas, bien sûr. Mais ça reste un bon moyen de le faire. Mhm. OK. Maintenant, bon, on a parlé évidemment de tout le côté hardcover, mais vous êtes aussi sur DriveThru RPG. Yep. Donc, juste une dernière question sur Kickstarter. C'est ça, évidemment, eux autres, ils chargent des frais. Vous souvenez-vous, c'était quoi le pourcentage de frais environ? C'est C'était 5%.
Quelque chose comme ça. C'était comme, 5%? il y avait un petit montant, fixe au début, puis après ça, un 5, mais le montant fixe était pour ainsi dire dérisoire, sur la base, c'était plus le 5 qui était là. Puis Mhm. oui, il y a une mais ça avait été calculé dans la tranche Mhm. que dans les prix qu'on avait établis, que c'est une Ouais, tranche que ok. Kickstarter Ouais. prendrait et Parce- voilà. Ça, j'ai trouvé ça bien dans le processus de monter justement comme la campagne Kickstarter, c'est que quand on monte une campagne Kickstarter, on se sent vraiment pas tout seul un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de support qui est offert par la plateforme. Donc, il y Oui. a un paquet de documents comme sur le site qui sont offerts sur comment monter une bonne campagne, de quoi ça devrait avoir l'air. Il y a même des exemples qui sont donnés de comme, tiens, voilà une page qui a bien performé, si tu veux faire la tienne comme ça, go for it. Fait que ça, j'avais trouvé ça très aidant parce que moi, j'avais jamais fait ça avant. Puis ça m'a donné une idée de comment placer les images, quel contenu je devrais mettre, qu'est-ce que les gens pourraient être intéressés à lire, etc. À ce moment-là aussi, c'est qu'au niveau de combien ça coûte et tout, ils sont très, très transparents. C'est dès le début, ils disaient comme, OK, nous autres, on va prendre une cote de 5 préparez vos prix en fonction de ça. Oui, c'est in your face, tout de Oui, suite. c'est ça. J'ai bien aimé mon expérience avec Kickstarter, justement, parce qu'ils étaient très comme transparents, très ouverts. Puis après ça, justement, il y a aussi possibilité d'avoir de l'aide, comme avec des personnes du service à la clientèle, si on a besoin de davantage d'aide. Mais moi, j'étais capable de monter ça avec juste la documentation qui était disponible sur le site web. Par contre, ce que j'aurais voulu peut-être savoir d'avance, puis que j'ai juste su quand j'ai commencé à le faire, c'est qu'il y a un certain délai. Donc, quand on crée une campagne Kickstarter, en premier, il faut faire vérifier son identité puis son compte bancaire pour que justement au niveau financier, ça soit réglo de leur côté. Puis ça peut prendre quelques semaines. Fait à ce moment-là, quand je suis arrivée, puis j'ai fait comme, puis j'ai commencé à faire ça, je regardais notre timeline pour être prêt pour Draconis, puis j'étais comme, oh non! Mais finalement, ça a été correct parce que ça n'a pas pris comme plusieurs semaines, comme il disait que ça pouvait prendre, ça a plus pris une couple de jours au final. Mais garder en tête justement qu'il y a des délais, puis s'informer de c'est quoi les délais avant de commencer, si on a comme un timing en tête, ça c'est une bonne chose à savoir. Excellent. Non, Yes. très, très, très bon point. OK. Fait qu'on on va venir sur la version PDF de Drive-Thru RPG. Donc, c'est ça. Évidemment, l'avantage de la version en ligne, c'est que justement, les coûts d'impression sont nuls. Oui. Mais par contre, j'aimerais savoir quand même, c'est quoi, comment vous avez fait pour faire affaire avec Drive-Thru RPG, qu'est-ce qu'il charge, comment ça marche en général? Alors, ça, je peux en parler vu que c'est plus moi qui l'a fait. DriveThruRPG te donne, premièrement, c'était assez simple puis assez direct de fonctionner avec eux autres pour le PDF. Je parlerai de nos méandres qu'on n'a pas fini encore avec le hardcover, en print on demand chez eux plus tard. Mais pour OK. le PDF, c'était vraiment juste de leur soigner notre PDF, de s'assurer qu'on a les proportions qui permettent, s'assurer que c'est un PDF X1 parce que eux c'est ce qu'ils vont produire. Mais ils ont vraiment beaucoup d'options. Ça, c'est un truc qui m'a impressionné. C'est est-ce que tu veux qu'il soit verrouillé, pas verrouillé? Y a-tu besoin d'avoir un watermark, comme ils appellent dans le fond? Mhm. Ouais. Puis, une fois que tu es rentré, ça va très bien. Pour rentrer, ils vont te donner deux propositions. Soit de faire affaire purement, encore une fois, électroniquement. Le physique, ils ne demandent pas d'exclusivité, mais exclusivement avec eux autres ou pas. De faire affaire exclusivement avec eux autres fait que tu vas passer plus souvent dans leur bannière de publicité, que tu risques plus de faire partie genre des produits qu'ils vont présenter ou des choses comme ça, Mhm. va te rapporter un peu plus d'argent. Si je me rappelle bien, mais c'est peut-être que je dis ça en ce moment, c'est 75 que tu vas toucher des profits de la vente que tu fais. Alors que ça descend à 70 si je me trompe pas ou 65 si tu es non exclusif OK. et à ce moment-là, ils se tiennent pas pour responsables de te publiciser sur leur page du tout, du tout. Hem, Ah ouais. D'une façon comme d'une autre, si tu décides de vendre ton livre physiquement en print on demand sur DriveThruRPG, il ne se considère la clause d'exclusivité ne s'applique pas ici. C'est, d'après ce qu'on peut lire sur leur page du moins, si tu veux la vendre en boutique, si tu veux la vendre dans une convention, quelque chose comme ça, c'est pas leur ressort à ce niveau-là, Mhm. pour ça. Heu, c'est quand même bien expliqué tout ça. C'est pas un imprimeur, là, c'est Voilà, c'est ça. Ben, il, ils il peuvent faire inclut, il inclut l'impression pour toi, mais ouais. ils s'improvisent pas ton publisher, dans le fond. Mhm. C'est tout bien expliqué ça quand tu commences, quand tu passes la première fois puis quand tu crées. La création est relativement facile, même pour du monde qui ont jamais fait ça. Puis le soutien technique qu'on a obtenu pour réussir à faire les choses efficacement est très rapide, très du tac au tac. Ça veut dire que
vraiment bravo pour eux autres. Euh, je vais vous avouer qu'à ce point-ci, je pense pas qu'on a encore fait de vente. On sait very much que le français nous tire dans le pied encore une fois sur cette plateforme-là Mhm. et qu'on n'est pas non plus ce qu'il y a de plus. On n'est pas justement encore une fois une production par Wizard of the Coast qui a des bannières et des ads sur chaque site que tu ouvres. Tout ça pour dire que la possibilité d'envoyer quelqu'un vers là et qu'il fasse l'achat, la structure aussi, c'est très facile d'ajouter des exemples, puis de quoi ton livre va avoir l'air. Sans blague, c'est du bon. Mhm. C'est quand même relativement facile à faire fonctionner. Avez-vous essayé de faire des campagnes de publicité qui vont justement, eux autres, vers l'Europe? Étant donné que c'est électronique, il n'y aura pas le problème de la livraison là-bas. On a Avez-vous... déjà une personne ou deux qui nous avait mentionné leur intérêt d'avoir le livre, mais physique, eux autres en Europe, qui nous ont déjà acheté le PDF et qui aimeraient l'avoir. On n'a pas encore fait de campagne publicitaire pour le PDF parce qu'on voulait avoir les deux choix à proposer. On voulait mettre notre argent à ce moment-là, quand on aurait les deux opportunités. Puis, Mhm. on a eu des problèmes parce que malheureusement, je trouve que c'est pas aussi clair que Lulu et c'est pas aussi simple que Lulu de se faire publier sur DriveThruRPG, même si c'est un poil moins cher. Donc, quand on va avoir fini ça, on va se lancer à donf là-dedans, puis on vous reviendra là-dessus, mais ça n'a pas encore été fait. OK. Mhm. Je vais compléter le tout avec, tu sais, jusque là, on va revenir à des sujets plus généraux. Bon, on va regarder entre autres c'est quoi si vous avez des projets pour le futur et tout ça. Donc, j'aimerais ça que vous, et en même temps, aider encore une fois pour ceux qui nous ont, qui sont intéressés par ça. Je vous demanderai la première, c'est les plus gros obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours pour faire écrire, publier, concevoir et tout ça. Ce serait quoi les plus gros obstacles que vous avez rencontrés? Après toi? Ouais, je peux commencer. Je dirais, premièrement, le plus gros obstacle comme la production de JDOS, pour nous, à mon avis, FM pourra me dire s'il est d'accord ou pas, ça a été juste de se décider sur la version finale. Ça a été si dur parce qu'à un moment donné, de déclarer, OK, le texte est terminé, puis là, on va arrêter de polir les règles, on va arrêter de rajouter des monstres, de rajouter des PNJ, de rajouter des... Ah, ça a été vraiment difficile parce que, puis on s'entend, j'ai l'impression que la seconde où on a dit, OK, maintenant le texte est la version finale, on finit de le corriger, puis après ça, on passe à la suite. J'ai l'impression que le lendemain, que j'ai trouvé 8 affaires, que j'étais comme, oh, on aurait dû changer telle affaire, on aurait dû faire ça différent. Puis ça a été de juste déclarer, OK, là, il est fini, puis on va aller de l'avant. Ça a été vraiment difficile parce que je pense que les deux, on a un côté perfectionniste. Fait qu'il y a toujours, on trouvait toujours des choses qu'on se disait qu'on voulait améliorer, puis tout. Puis même après ça, une fois avoir fini de réviser le texte, puis de se dire, OK, là, le texte, il est prêt, on va continuer, on va faire la mise en page. Le lendemain, j'ai trouvé 8 erreurs, puis comme, j'en trouve encore quand je regarde le livre, je suis toujours comme, ah! On a Parce eu de que la chance c'est que ça. la personne qui faisait la mise en page a été patiente puis nous a aidé à en corriger d'autres. Effectivement, c'est ça. Ouais, Donc ça a été compliqué. On a déjà parlé un peu de ce qui s'était passé avec la mise en page. Ça a définitivement été un obstacle un peu. Donc à chaque fois qu'on bute un peu contre quelque chose qu'on n'est pas capable de faire soi-même, ça constitue en soi une possibilité d'un obstacle parce qu'à ce moment-là, il faut trouver de l'aide, il faut que l'aide soit abordable, il faut qu'après ça, on soit capable de... Bon. Puis après ça, dernièrement, je dirais juste le côté très humain de procrastiner versus comme travailler. Là. Ça, c'est définitivement un obstacle aussi, surtout dans un contexte où, comme les deux, on a des jobs à temps plein, on a des vies assez remplies à l'extérieur de ça. Ça a toujours été un projet qui était vraiment important pour nous, puis qu'on voulait vraiment voir se concrétiser. Mais c'est dur de comme balancer ça avec quelque chose qui va payer ton loyer, mettons. Fait que, ouais. voilà, je comprends. Il a Si fait. si je donne mon opinion Oui, là-dessus, je oui, dirais oui. c'est les en 2 éléments très rapidement. Le premier, c'est exactement ce qu'elle a dit, la procrastination, le fait de rester motivé du début à la fin, puis de rester motivé quand tu fais pas nécessairement les tâches que tu préfères. Puis la deuxième affaire, c'est, plus peut-être sous la forme d'un conseil. À chaque fois que tu rencontres une chose que tu penses que tu connais pas, non, en fait, il y a 8 choses que tu connais pas. C'est chaque chose que tu dis: «Il faut que j'apprenne comment faire ça», c'est en fait 8 choses que tu as besoin d'apprendre. Mhm. C'est Ouais. tout. C'est C'est que dur. tu sais pas ce que tu sais pas, ultimement. Yup. C'est une fois que tu Ouais, c'est arrives au ça. truc puis que Voilà. tu vois comme Ça. ah, il y a ça aussi. Juste une affaire qu'on a découvert, puis ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi au niveau professionnel, c'est que, par exemple, j'ai découvert que légalement, toutes les personnes qui publient un livre sur le territoire québécois doivent faire le dépôt légal à la DANQ. J'étais comme ah, je pensais que c'était juste comme les livres avec les maisons d'édition officielles et tout, mais non, même les publications comme personnelles, techniquement, sont assujetties à cette loi-là. Donc, après ça, il a fallu que j'apprenne comment faire un dépôt légal.
fort heureusement, ma boss, en fait, m'a beaucoup aidée. Yep. C'est Elle bien m'a comme placé un pour peu. ça pareil, là. Fait que c'est Mais ça. non, Donc, ça Ouais. m'a vraiment frappé quand tu dis, tu sais, souvent quand ils parlent des artistes ou de camps de création, c'est que les créations ne sont jamais terminées, elles sont abandonnées. Ah, OK, hey, il faut arrêter là, faut y aller de l'avant, là, ça va être comme ça. Puis souvent, comme on dit, c'est le mieux est l'ennemi du bien, là. Voilà. ah, Malheureusement. absolument. C'est comme l'idée d'essayer de l'avoir le mieux possible, de l'avoir parfait, ou peut-être même pas parfait, mais juste mieux. C'est comme c'est tellement un énorme obstacle. Comme en général, je sais qu'il y a des gens dans la vie qui sont pas particulièrement perfectionnistes, puis qu'à ce moment-là, c'est plus des personnes qu'il faut motiver à comme faire les choses bien. Mais nous, étant perfectionnistes, il faut plus se motiver à faire l'inverse. C'est de Puis l'autre se bord, dire hein. que comme fini est mieux que parfait, parce que Voilà. parfait va jamais exister. Ce Exact. sera Fini jamais est fini. possible. Fait qu'au moins, si on peut le finir, ça, c'est bien. Là. Voilà. OK. Donc, j'aimerais. Ben, vous avez déjà quand même répondu un peu. Mais c'est quoi, vous autres, comment vous voyez le marché des jeux de rôle québécois? Je veux dire, est-ce qu'il y a de l'intérêt? Est-ce qu'il y a un futur? Comment ça va selon vous? Prendre celle-là, puis tu rajouteras FM. Donc, à mon avis, le marché québécois du jeu de rôle existe, est vivant, et est très intéressant, mais reste petit, assez modeste. Donc, c'est Mhm. ça. En général, même au Québec, peu importe si c'est le jeu de rôle ou un autre type de livre, c'est pas vraiment possible de vivre de sa plume, peu importe le type de plume. À moins d'être genre, mettons, comme Marie Laberge ou quelque chose comme ça, mais la vaste majorité des gens comme vont pas atteindre un statut un peu de superstar écrivain. Donc à ce moment-là, quelque chose qui est en plus niche, il faut effectivement, je pense, avoir des attentes assez modestes. Mais euh, ultimement, c'est que ça reste notre communauté. Fait qu'à ce moment-là, moi, je trouve que c'est le meilleur marché à essayer de toucher en premier parce que c'est ça, c'est notre communauté. Mhm. Je suis d'accord. Je vais aussi rajouter que la vérité, c'est que la communauté, même québécoise, du jeu de rôle a tendance à être anglophone. Et par là, je veux pas dire que les personnes qui jouent sont anglophones, mais que les livres qu'ils achètent le sont. Ça fait longtemps qu'ils jouent dans cette langue-là. Ça ferait bizarre pour eux autres de changer. Puis des fois, les livres français sont plus chers que les livres anglais aussi. Puis, c'est anecdote, mais quand on a quelqu'un qui a proposé notre livre sur sa page à lui, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que la version anglophone est disponible et en français. Puis la personne a dit je sais pas, mais la version originale est en français. Puis tu avais l'autre oui, mais. Donc, c'est pour dire, puis je suis pas Mhm. garanti que la personne était québécoise, mais ça en avait de l'air, du moins. Fait que, encore une fois, pensez-y bien. On était plus adroit en français, on y est allé en français en premier, mais c'est une chose à considérer. En Mhm. fait, comme le projet de traduire Gene Dusk en anglais, c'est quelque chose qu'on veut faire, puis c'est quelque chose qu'on Ouais. on a commencé tranquillou à comme poser les bases pour faire ça. Parce que là, on le sait justement qu'on n'aurait pas les moyens de payer un ou une traductrice, mais fort heureusement, les deux, on est assez bons en anglais. Fait qu'on se dit, on va se tenter. On va prendre un autre métier encore qu'on veut essayer de faire nous-mêmes. Puis à ce moment-là, si on a la possibilité de faire réviser le texte final par comme quelqu'un qui est réellement professionnel, probablement que ça serait super bien pour avoir un beau texte Hein, fini. j'ai Elise, une des femmes qui travaille avec nous autres, qui est dans notre groupe, qui est traductrice Huh. dans sa vie. Ouais, le problème, par contre, justement, c'est on a un peu décidé à un moment donné qu'on voulait pas prendre des bénévoles un peu parce qu'on se sentait pas nécessairement à l'aise vu la quantité de travail que ça Ouais. représente un peu. Ouais. Comme nous deux étant co-créateurs, le fait qu'on mette notre temps de façon gratuite là-dedans, c'est un peu naturel. C'est nous. Mais quand on a des collaborateurs qui viennent se rajouter, comme par exemple artistes, comme une de mes amies qui a révisé la mise en page finale avant l'impression parce qu'elle a étudié en infographie, toutes des gens qu'on a payés, même si modestement, parce qu'on voulait pas justement que ça crée un peu comme de malaise par Ouais. rapport à ça. Mais Voilà. c'est ça. En fait, moi, la seule personne que je sais au Québec qui vit de ça, c'est Andrew Valkocas, qui est celui qui a fait The The Fate of Fate of the Norn, oui, c'est ce que j'avais Ouais, entendu justement, aussi. On c'est connaît. ça. Mais par contre, écoute, on s'entend, là, il court toutes les conventions, il se promène à chaque fin de semaine pour aller partout aux États-Unis, puis tout Pas ça. m'assurer qu'il fait pas 37,5 heures par semaine, ce gars-là. Non, non, il en vit, on s'entend, là,
Tu sais, il n'est pas riche, là. C'est Non, pas anodin non plus que C'est ça, le livre ça The prend un Fate of the effort. North soit en anglais aussi. Ça voilà. aide vraiment parce que forcément, Ouais, avec un livre en français, nous, on essaierait de rejoindre le marché américain, on pourrait pas vraiment. non, Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui va s'ouvrir une fois qu'on va avoir complété une traduction en anglais. non. Croisez les doigts. Parce que justement, ma prochaine question, c'est quoi vos projets futurs? Est-ce que vous avez, bon, là, vous avez parlé de la traduction en anglais peut-être. Après ça, y a-t-il d'autres livres, des suppléments, des choses comme ça que vous voulez, ou peut-être même un autre jeu de rôle, je sais pas. Alors, la bonne manière de survivre au juste une petite affaire de plus, c'est de te dire: «Ah, c'est pas grave, ce sera dans l'expansion». C'est C'est ça. donc c'est une manière de il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir apparaître dans un supplément et j'ai vraiment l'intention, un jour, de produire un supplément. Ça va aller après la version en anglais, bien entendu, parce que c'est notre priorité en ce moment. Mhm. Et est-ce que ce sera fait par toutes les mêmes personnes? Est-ce qu'on sera tous encore là dans notre vie, qu'on a le goût de se relancer dans l'aventure? Je suis complètement, ouvert à ce que ce soit pas nécessairement le cas, mais je sais que si tout se passait comme je le voulais dans mon existence, j'aimerais au moins produire Gene Dusk en anglais et un supplément dans les 2 langues, pour dire que ça me convient. Je Mhm. sais aussi que j'ai du monde qui m'a demandé à une époque si, la entre autres Stéphanie qui avait fait notre mise en page, qui m'avait demandé si ce serait possible qu'elle écrive genre des short stories dans des histoires courtes dans l'univers ou des choses comme ça. Puis je trouvais l'idée charmante, mais on voulait voir comment le produit lui-même se comportait Ouais, avant d'aller c'est ça. par là. Puis Mhm. mais c'est pourquoi pas, je trouve l'idée charmante en quelque sorte. Mhm. À mon avis aussi, comme le fait de produire des suppléments, ça va probablement être beaucoup facilité si justement on réussit à compléter une traduction anglophone, puis ça nous ouvre un plus large marché. Parce qu'il faut toujours considérer quand on crée une expansion que le marché, c'est plus l'entièreté de la communauté des jeux de rôle, c'est Non, les gens qui ont acheté le premier livre. Fait qu'à ce Voilà. moment-là, c'est un marché qui est vraiment beaucoup plus réduit. Fait qu'avant de produire une expansion, comme, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, en tout cas, quand je me suis informée, la première étape, c'est justement de s'assurer d'avoir un marché assez conséquent pour que ça vaille la peine, ultimement. Parce que c'est pas tout le monde, dans ceux qui ont acheté le livre précédemment, qui vont vouloir l'expansion. Considérant qu'en ce moment, nous, c'est assez modeste quand même, le public qu'on a rejoint, créer une expansion, ça serait potentiellement pas super viable. Mhm. Si justement on voulait la faire publier papier, parce qu'à ce moment-là, c'est que ça prend des fonds, etc. voilà. Je sais que Mais ouais, excuse-moi, vas-y. non, c'est ça. Non, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je disais si tout se passait comme je le voulais. Je sais que les fans de Soana, les RPG, Obsession RPG Studio, qu'on va essayer d'avoir d'ailleurs justement dans une de ces entrevues-là, eux autres font justement publier leurs livres en français et en anglais. Donc, ils vont faire la version originale en français, traduire, mais la traduire immédiatement avant la publication, vont immédiatement la faire en anglais pour pouvoir éventuellement publier en même temps, là, ou en tout cas à peu près en même temps, là. C'est sûr que nous autres, c'est ça, à cause de notre situation particulière, on a des contraintes comme ça, là. Mais il y en a même, je veux dire, on essaye, on a. C'est ça, une affaire avec un avantage, par exemple, avec un draconisme virtuel qu'on va possiblement faire en automne. C'est justement là, ça devient intéressant d'avoir des clients, pas des clients, mais des participants d'Europe, du reste de l'Europe et d'ailleurs dans le monde. Absolument. Et justement, ça vous permet, par exemple, de leur offrir des parties de vos propres jeux, là. Puis nous autres, je veux dire, depuis au moins la deuxième année, on essaie toujours de mettre tous les jeux québécois en avant, Oui. leur donner une petite table, permettre de faire des ventes, mettre de la promotion un peu plus sur eux autres, même si jamais au prix à la, tu veux dire, en défavorisant les autres, Non, bien sûr. mais on essaie toujours de les mettre en avant parce que moi, je trouve ça super cool d'avoir des créateurs ici, là. OK. Mhm. Dernière petite question, et si justement, si vous regardez toute votre expérience que vous avez vue, ce serait quoi, chacun des deux, votre conseil principal à quelqu'un qui veut publier un livre? On va commencer par François-Michel. Faites-le. Je veux dire, c'est plate à dire, mais c'est laisser rien bien sûr, empêchez-vous pas de manger si vous avez, pour le faire là, genre, mais si arrêtez de vous demander si c'est assez bon, si c'est assez beau, si c'est ci, si c'est ça. Essayez de faire quelque chose faites le mieux que vous pouvez, puis faites-le, produisez-le, vendez-le. Même si vous en vendez 20 copies à quelqu'un, je veux dire, on va pas prétendre, on en a vendu 65 à peu près. Puis l'important, c'est que l'accomplissement et si vous êtes
zen avec le fait que c'est l'accomplissement plus que la fortune que vous recherchez. Faites-le, raffinez-le pour qu'il vous plaise, en n'oubliant pas que la perfection n'existe pas et mais plus que tout, passez à travers les étapes, passez à travers tout le processus pour vous rendre parce que même si ce que vous produisez la première fois, si vous découvrez que vous adorez ça est pas terrible, même si vous crachez, vous hurlez, votre publicité tombe pas au bon moment, puis que les choses sont pas faites comme du monde, que le résultat a encore 1000 erreurs, vous aurez vu tout ce qu'il y avait à faire, vous aurez passé à travers toutes les étapes, puis tous les stress qui viennent avec ça, puis si vous vous en faites un autre, si vous êtes prêt à aller, vers autre chose, vous saurez où vous vous en allez. Puis même si vous avez pas l'envie de recommencer, même si vous avez l'accomplissement, il y aura jamais quelque chose qui se comparera au fait que that's it. Il y a un l'accomplissement est là, le livre existe, il est physique, il est une création et il est complété et bravo à nous 2 pour ça, là, c'est Hmm. Estelle? Ben, j'aurais dit quelque chose de similaire, fait que vu que François Michael a été avec ça, comme parce effectivement juste le fait de le faire, c'est comme allez-y, comme genre, faut se lancer. Mais vu que François Michael a déjà comme très bien raconté ça, je vais choisir autre chose. Donc, moi, ce que je dirais comme conseil, ce serait écouter justement les conseils juste de ceux qui l'ont fait. Parce que quand on se lance dans n'importe quel projet d'envergure, mais comme particulièrement un projet de publication de livres, de publication de jeux, c'est que tout le monde a une opinion, intégralement. Et c'est sûr, et c'est normal. Puis on a eu tellement comme de commentaires encourageants, puis de gens qui nous disaient comme « Ah, c'est tellement cool ce que vous faites, allez-y, on vous encourage, on va l'acheter votre livre, ou bien on peut pas l'acheter, mais on vous encourage. » Fait que ça a été très aidant, mais il y a aussi toute une catégorie de personnes qui avaient des idées sur comment qu'on devrait le faire, comment on devrait procéder pour la correction, pour la mise en page, pour quelle plateforme choisir, pour comment faire la publicité Facebook et tout. Puis, très souvent contradictoire, au point que ça devenait difficile après ça de choisir comme quel conseil on suivait. Parce qu'on parlait à une personne qui nous disait « Ah, absolument, il faut que vous fassiez ça comme ça, là, ça n'a aucun bon sens, sinon on se revirait de bord. » Quelqu'un disait entièrement quelque chose de différent. Ouais, Puis souvent, à un moment donné, j'ai un peu réalisé que dans la majorité des cas, c'est des gens extrêmement bien intentionnés, je dis vraiment pas le contraire, mais qui savent pas vraiment de quoi on retourne en réalité. Parce que justement, nous, étant un peu dans les tranchées, on arrivait, on se rendait compte qu'il y avait 12 000 choses qu'on savait pas. On a tellement appris de choses comme ça. Fait que c'est pour ça, je dirais que se concentrer sur justement comme les conseils un peu, puis le vécu des gens qui ont fait cette expérience-là, qui ont eu ces apprentissages-là, ça vaut davantage, je pense, que d'écouter comme un peu les voix discordantes, comme un peu de tout le monde autour, qui sont super bien intentionnées, mais qu'au final peuvent amener plus de confusion qu'autre chose. Ben, je remonterai ça à ce que j'ai vu Jean-François Michael de dire. Si vous pensez qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas faire, en réalité, il y a 8 choses que vous ne savez pas faire. Dans le sens, quand tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, c'est facile d'imaginer, ah, ça doit être facile, là. Puis là, à un moment donné, quand tu rentres, là, tu te rends compte, non, non, il y a 8 affaires, ou 9 affaires, 10 affaires différentes en arrière de ça. Fait que, évidemment, quand tu prends des conseils de quelqu'un qui n'a pas vécu ça, c'est même pas, comme tu dis, il peut avoir les meilleures intentions du monde, mais il est juste même pas au courant que c'est la vraie manière de fonctionner, là, tu sais, que ça va être comme voilà. ça, là. OK, ben parfait. Ben, j'espère que à tout le monde que vous avez trouvé ça intéressant. C'est super passionnant. Puis bon, on a fait quand même 1h37 minutes. Donc, et en fait, ça va remplacer en partie notre fameux panel de là, plusieurs années qui avait été dont on a perdu une bonne partie du texte, là. Fait que, donc, je vous invite, ben, premièrement, évidemment, à tout le monde, là, j'espère qu'on va vous voir au festival cette année. C'est Il certain. va y avoir au moins un. Ouais, et vous, j'imagine que vous allez être là aussi. Absolument, Mhm. Oui, garanti. comme d'habitude, c'est On ça. peut compter là-dessus. Les Ouais, vacances c'est sont ça. prises. Il va y avoir au moins, il va y avoir au moins un hors-série qui va être en janvier. Possiblement un en février, si on va voir. Donc, suivez-nous là-dessus. Et comme je dis, j'espère juste que vous allez être avec nous autres là, au festival au mois de la fin de février. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonjour.